personne n'a jamais fait 9 mètres. J'ai trop envie de faire 9 mètres. Et donc ça, c'est vraiment mon objectif. Je sais pas si je vais le faire, mais c'est pas, vise très haut et on verra quoi, on sait pas. On a construit à chaque compète mes sauts, et progressivement, au début je sautais pas très loin parce que tu te concentres pas sur l'impulsion, mais tu te concentres sur les premières foulées. Mais bon, une fois que les premières foulées sont calées, tu peux te concentrer sur les foulées du milieu. Et donc petit à petit, mon niveau de performance il est monté comme ça, assez linéairement, jusqu'au JO. D'ailleurs, première fois que je gagne les élites, assez fou. Et donc avec cette victoire, j'étais quasi assuré d'aller au JO. Sauf que le problème, c'est que le lendemain de la compète, donc je redescends un peu et tout, j'étais content. Et sauf que là, impossible de courir. T'as la Fédé qui t'appelle, qui dit que t'es qualifié. T'es en mode, c'est un aboutissement énorme, mais de l'autre côté, t'es en mode, bah ouais, mais je sais pas courir. Et du coup, moi, j'ai pris un malin plaisir à faire des claps de fou. Donc je prenais bien mon temps pour qu'elle soit lente et qu'elle fasse du bruit et tout. Et c'était tellement fort que t'avais le public, donc moi je sautais, il y avait un public à ma droite et l'autre de l'autre côté de la piste, et ça résonnait. Genre le public qui Waouh. clapait à droite, ça résonnait, t'entendais un écho, et j'étais en mode, mais what, c'est un truc de fou. Et justement, je m'étais dit, bah ça va peut-être simplifier la tâche, ou bien, ouais, ça pourrait être plus simple, et en fait, non. Les jeux, c'est fini, les Français, ils sont passés à autre chose. Bienvenue dans Hors Normes, le podcast qui décrypte le parcours des athlètes français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tom Campagne, licencié au Bordeaux Athlé, et champion de France élite 2024. Il a terminé 5e au championnat d'Europe à Rome et s'est qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans cet épisode, Tom nous raconte son parcours, sa désillusion lors des JO de Paris, sa préparation mentale, ses plus grands défis et son coup de gueule sur la dégradation de l'ambition en France. Pensez à vous abonner, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément pour le référencement du podcast. Un like, un commentaire, un partage, ça ne coûte rien, ça soutient mon travail, alors merci d'avance. Tom Campagne, je suis trop content de t'avoir sur ce podcast. Euh, j'ai une anecdote pour commencer cet épisode. Je sais pas si tu te souviens, au championnat de France 2015 UNSS à Lille. Oh, attends, ça remonte ça. Ça remonte, hein? UNSS à Lille, Ouais, UNSS. bah on gagne, enfin avec mon lycée, on gagne normalement. Peut-être, je sais plus. En tout cas, tous les deux, on était dans le même concours de longueur. Ok, Tu fais 1 avec 6,30 m et je fais 2 avec 6,04 m à l'époque. c'est vrai quand même. C'était sérieux. C'est pour ça que je me souviens de toi et j'ai vu ton évolution à partir de ce moment-là parce que, bah, en fait, tu m'avais battu ce jour-là. Je me suis dit, putain, il est chaud, lui. Il est chaud. Et du coup, voilà, ça m'avait marqué et j'y repensé tout à l'heure. Je me suis dit, mais, putain, je suis certain qu'on avait fait 1 et 2 et j'ai été recherché sur les archives et j'ai trouvé ça, voilà, du coup, je voulais le partager, je trouve ça marrant. En vrai, l'anecdote est folle parce que c'est un souvenir aussi assez fort de mon côté parce que euh, ça va me présenter un peu en même temps. Mais j'ai commencé l'athlé au collège avec une Ouais. prof de PS qui m'a initié à ça. Et on avait un groupe d'amis avec lequel on a commencé. Et, euh, et du coup, 2015, je pense que c'est en troisième, je suis quasi sûr. Mm. Et donc, en fait, on gagne cette compétition championnat de France UNSS par équipe. Et c'était un truc de ouf parce qu'on s'y attendait pas. Nous, enfin, on faisait pas du tout du haut niveau, on connaissait pas trop. Ça faisait que 3 voire 4 ans qu'on avait commencé l'athlé. Et à cette époque, je faisais du javelot, je faisais du 200 mètres et tout. Et on avait gagné la compète et c'est vraiment des très très bons souvenirs. Et les amis avec qui j'ai fait cette compète, on se voit encore à l'heure actuelle. Donc Trop ouais, bien. c'est des très bons souvenirs. C'est des gars qui font de l'athlé aussi ou ils ont arrêté? La plupart ont arrêté, ils font plus du sport loisir. Ouais, il n'y a pas, y a pas d'athlètes dans le groupe. Ok. C'est trop bien, ces années-là, UNSS, collège, moi aussi j'en ai des trop bons souvenirs, c'était vraiment des bonnes ambiances. Ouais, carrément. Je valide. Bon ben Tom, du coup trop heureux de t'avoir ici. Tu fais du son longueur, t'as participé au jeu à Paris en 2024. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est Tom Campagne, d'où tu viens, et nous parler un petit peu de ta discipline? Tu disais que à l'époque tu faisais du jav et du 200 mètres aussi. Pourquoi t'en es venu à choisir une seule des disciplines, le son longueur, et puis voilà, explique-nous un petit peu ton parcours. Donc déjà, merci pour l'invitation. Ça permet de nous donner la parole et c'est très, très agréable et j'aime beaucoup. Du coup, ouais, je m'appelle Tom Campagne, donc j'ai 24 ans. Je suis originaire de Toulouse.
J'ai commencé l'athlé là-bas, donc du coup au collège, comme je l'expliquais. Euh, Au début, avant de faire de l'athlé, j'ai fait beaucoup de sport. Donc j'ai une famille de sportifs. Mes deux parents faisaient de l'athlé. Ma sœur y est passée aussi. Et du coup, ben, très vite, t'es mis dans le bassin du sport parce que le sport, ça apporte plein de valeurs. Ça te permet d'être en bonne santé. Et donc j'ai commencé par faire 7 ans de foot quand même, Ok. avant d'aller à l'athlé. Mais les sports d'équipe, j'étais pas très fort. Déjà au foot, j'étais gardien, donc je jouais pas vraiment avec l'équipe. Enfin, oui, mais c'est quand même particulier ce poste. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et du coup, j'ai commencé à faire de l'athlé. Et au début, on te fait faire un peu de tout. Ça a commencé parce que j'ai gagné le cross du collège en sixième aussi. Du coup, bah, t'as les profs qui te repèrent un petit peu, les profs de sport, et qui te disent, ah, bah tiens, tu pourrais faire de l'athlé peut-être. Du coup, ça a commencé comme ça. Et après, bah, très vite, tu te diriges un peu, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi, c'était mon cas, mais vers les disciplines où t'es fort. Parce que du coup, tu prends du plaisir, c'est un peu malsain, mais tu prends du plaisir à battre les autres et à gagner, quoi. Bien C'est sûr. assez agréable. Et du coup, j'étais assez fort en tout ce qui est lancé. Donc, enfin, pas tout ce qui est lancé, juste le javelot. J'aimais beaucoup ça. Je faisais du saut en hauteur et du saut en longueur. Donc, je faisais un peu les trois. Et, euh, et au début, ouais, au collège et tout, en UNSS, tu pouvais faire des triathlons. Donc, je faisais longueur, je faisais du sprint. Je me souviens plus la distance. Ça devait être du 60 peut-être. Et après, je faisais soit javelot, soit lancer de poids en salle. Et du coup, j'aimais beaucoup. Et même à l'époque, je me souviens, lancer de javelot, je voulais être. C'était mon rêve d'être champion olympique de lancer de javelot, quoi. C'était un de mes rêves, mais après, je me suis fait mal au coude. Et du coup, bah, j'ai changé de rêve. T'as changé de discipline. C'était Ouais. quoi ton RP à l'époque? Du coup, En ça c'était javelot, jusqu'en minime. Le javelot, t'as arrêté après minime? ouais, j'ai pas les catégories, mais ouais. Je connais la distance, c'est 49 mètres quelque chose, mais j'ai pas le poids du javelot, je me souviens plus. Mais ça devait être au Ce qui est top, collège, hein, donc ouais, au collège. ouais. Donc j'ai pas le poids du javelot. C'est un Mais peu du coup, c'est après, ça. ouais. Mais c'est possible de retrouver. Si vous cherchez dans les bilans, il y a encore mes perfs, donc vous pouvez aller voir. Trop Et stylé. du coup, après, petit à petit, bah, je me suis spécialisé soit en hauteur, soit en longueur, puis finalement soit en longueur, parce que j'avais un bon pied. Mon bon pied, il vient de mes deux parents, parce que mon père, il faisait du saut en longueur aussi, à l'époque. Il a un record à 7,50 m, si je ne me trompe pas. Ah, Et ma solide. mère faisait du saut en hauteur, et à un très très bon niveau. Et son record, c'était 1,90. Ah ouais, Donc pas mal, ouais. La ah maman ouais, plutôt solide. forte. Du coup, ça m'a permis génétiquement d'avoir un bon pied, une bonne impulsion. Et donc ça m'aide encore aujourd'hui. Donc ça a commencé un peu comme ça. Et puis après, ben, je m'entraînais à l'Union, donc à côté de là où j'habite. Et puis on te faisait faire un peu de tout, et puis je voulais me spécialiser. Donc du coup, j'ai trouvé un coach un peu plus spécialisé en sprint et saut, plus sprint que saut quand même. Et donc je suis allé vers lui, il s'appelle toujours, il s'appelle Fred Gard. Et donc je me suis entraîné avec lui 2, 3 ans, il me semble. Et c'est lui qui m'a mis un peu le pied à l'étrier au haut niveau. Parce qu'on faisait quand même des grosses séances et j'ai commencé à comprendre que bah, il fallait vraiment se la donner à l'entraînement, que c'était l'entraînement qui était important. C'est bien d'avoir des qualités physiques, mais l'entraînement c'est très très important. Et donc j'ai mis le pied dans le haut niveau grâce à lui. Puis après j'ai encore changé de coach au lycée. Je suis allé m'entraîner avec Léandre à Toulouse. Et donc là, pareil, c'était à chaque fois, j'augmentais aussi la charge d'entraînement. Au début, je m'entraînais 3, 4 fois semaine, et après un peu plus. Des fois, non, à l'époque, je m'entraînais pas encore 2 fois semaine, mais une fois tous les jours au moins. Et puis après, j'ai eu mon bac, et là, je me suis dit, bon, il faut faire des choix quand même, parce que je vais pas pouvoir augmenter ma charge d'entraînement en gardant le même niveau d'études, enfin, la même quantité d'études. Et du coup, j'ai commencé à chercher une école post-bac qui me permettrait de d'aménager mon emploi du temps et de pouvoir continuer à m'entraîner et surtout m'entraîner de plus en plus. Euh, donc du coup, j'ai trouvé un super combo. Je suis allé m'entraîner au Krebs de Toulouse avec Dominique Hernandez et en parallèle, je suis rentré à l'INSA de Toulouse. Toulouse, c'est une école d'ingénieurs et en fait, tu as un statut de haut niveau dans cette école et tu peux aménager ton emploi du temps. Normalement, l'école, c'est sur 5 ans. Euh, mais tu peux étaler vraiment beaucoup plus. Il y en a qui le font sur 10 ans parce qu'ils font des grandes carrières sportives à côté. Et donc j'ai commencé comme ça, à étaler mes études petit à petit. Peut-être un peu trop, mais ça me permettait de m'entraîner correctement à côté, de faire du bi-quotidien et de rentrer vraiment dans le très haut niveau. Et donc petit à petit, voilà, je suis rentré dans ce niveau. J'ai commencé aussi à ce moment-là à faire mes premières sélections. Euh,
sélection chez les jeunes. J'ai dû faire les championnats d'Europe U20 et une Ok. sélection aussi, un match en Italie, France-Italie en salle, avant cette sélection U20. Euh, et donc voilà, petit à petit, je suis rentré dans le haut niveau, j'ai commencé à faire des sélections. Après, tu veux que je développe jusqu'à vraiment aujourd'hui, la partie Belgique, tout ça? Ça va venir au fur et à mesure, mais déjà, on peut s'arrêter peut-être sur l'INSA. Ouais. T'en es venu comment à trouver cette école? Est-ce que t'as été conseillé par ton lycée ou c'est toi-même qui as trouvé cette solution et peut-être est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe la procédure? Est-ce que c'est accessible à tout le monde à un certain niveau ou pas? Et puis comment on est intégré et Ouais. jusqu'à là tu parlais de 10 ans pour étaler ses études. Euh, Explique-nous un petit peu le système de l'INSA, peut-être ça peut intéresser des gens qui nous écouteront et qui savent pas encore où aller après le lycée, ça peut être intéressant. Du coup, moi, ma démarche, c'était... Enfin, j'ai fait un bac scientifique, donc j'aimais bien les maths. Donc je me suis dit, bah, une école d'ingénieur, logiquement, ça devrait me plaire. Donc je me suis renseigné sur ce type d'école. J'avais donc mon groupe d'amis dont j'ai parlé tout à l'heure au collège qui m'a suivi. Il y en avait certains qui, du coup, qui faisaient de moins en moins de sport et qui ont fait des grandes études, donc ils ont commencé à faire des prépas. Donc ça m'intéressait aussi, mais je me suis dit, bah, si je vais en prépa, je pourrais pas continuer le sport. Donc j'ai cherché une alternative avec un bon niveau d'études, parce que ça me plaisait, et avec des aménagements possibles. Et donc, en cherchant école d'ingénieur et sportif de haut niveau, je suis très vite tombé sur l'INSA de Toulouse, parce qu'ils en parlent beaucoup, ils communiquent beaucoup là-dessus. Je suis aussi tombé sur les écoles INP. Il y en a une à Toulouse, donc j'ai postulé aussi pour celle-ci. Mais l'INSA, la manière dont sont faites les études et l'apprentissage m'a beaucoup plu. Et donc je voulais vraiment aller dans cette école-là. Et en termes d'admission, moi à l'époque on postulait sur Parcoursup, je sais pas Ok. si c'est toujours le cas. Et j'avais postulé juste à l'INSA de Toulouse et à l'INP de Toulouse, j'avais postulé à rien d'autre, parce que j'avais quand même un bon dossier. Mais je sais que en tant que sportif, le niveau demandé est un peu plus bas qu'une personne lambda. Par exemple, j'avais un ami qui avait une meilleure moyenne que moi, mais qui n'était pas en sport-études et qui n'a pas été pris dans cette école. Ok. Moi, une moyenne un peu en dessous et j'ai été pris dans cette école. Ok. Donc, je sais pas s'ils ont un quota de sportifs par année à prendre, mais en tout cas, c'était plus simple pour moi d'y aller. C'est Bon, bien. petite anecdote, cette personne-là qui n'a pas été prise, elle est rentrée dans l'INSA en troisième année plus tard. Ok. Elle Un a fait autre la fac, parcours. puis elle est rentrée après. Donc tout est possible. Et, euh, et en termes d'aménagement, en gros, il y a un truc un peu classique qui se fait sur les 2 premières années, pardon. C'est que tu vas faire 2 tiers de l'année, et donc tes 2 premières années, tu les fais en 3 ans. Donc ça, c'est un Ok. peu le schéma classique. Donc c'est ce que j'ai fait. Il y avait un rugbyman qui avait un très bon niveau, qui a dès la première année tout coupé en deux. Donc il a fait ses 2 premières années en 4 ans. Et après, en fait, selon ton niveau, ton parcours, tu peux demander un peu ce que tu veux. C'est un peu à la carte. Euh, Tout le monde, enfin, il faut que tu aies un dossier, pas un dossier, mais un projet derrière, que ça Mhm. soit construit et réfléchi. Mais moi, par exemple, je suis arrivé en troisième année et mon but c'était les Jeux de Paris et donc j'ai dit, bah, la troisième année, moi je veux la faire en 3 ans. Et donc ils m'ont dit, bah ok, pas de problème, ton plan il tient la route, il n'y a pas de souci. Et puis vaut mieux, vaut mieux avoir un bon équilibre, pas avoir trop de matière, non plus pas assez, mais si tu as un bon équilibre entre le sport et les études, c'est intéressant parce que quand tu vas être dans le sport, les études vont te permettre de t'évader. Et quand tu travailles, le sport va te permettre de t'évader aussi. Ouais, carrément. Et, et d'avoir un diplôme, c'est aussi intéressant parce que ben, l'athlète, c'est compliqué d'en vivre. Et donc, j'avance comme ça, petit à petit, dans mes études et dans mon sport. Voilà. Ok. Donc l'INSA, c'est vraiment une chouette école pour les sportifs de haut niveau. C'est une des seules pratiquement, je pense, à proposer ce type d'aménagement en France. En tout cas, pour des grandes études de type ingénieur. Ouais. Il y a, après, je connais l'INSA de Toulouse, Ouais. un tout petit peu l'INSA de Lyon, qui fonctionne un peu de manière différente. Moi, je peux vraiment choisir les matières que je veux faire, etc. Enfin, on va dire que j'ai 10 matières à faire, je choisis juste celle parmi les 10 que je veux choisir cette année. Ok. Et l'INSA Lyon, c'est un peu différent, mais l'INSA, globalement, oui, il prône le sport de haut niveau, donc il faut se C'est renseigner si chouette. vous êtes intéressé par ça, quoi. Ok. Et aujourd'hui, t'es en quelle année du coup Aujourd'hui, c'est la partie compliquée. Je suis entre la 3 et la quatrième année. Ok. Euh, Ça fait 2 ans que j'avance pas trop parce que du coup, j'ai déménagé en Belgique. Mhm. Donc j'ai voulu continuer l'INSA parce que c'est une école qui me plaît et ce qu'on nous apprend, c'est hyper intéressant. Mais à distance, c'est très compliqué.
Donc du coup là je vais arrêter cette année et je vais continuer en Belgique mes études. Mais donc je suis Ok. entre la 3 et la quatrième année. Ok, donc là tu vas finir ton année scolaire pour valider ce qui te reste à valider cette année et Ouais, transférer sur une école similaire en Belgique? exactement. Donc Ok, normalement du coup juin j'aurai ma licence et après je pourrai attaquer un master 1 en septembre. ok, ok. C'est un choix, c'est un choix intelligent parce que du coup tu seras en présentiel sur ton école en Belgique, c'est ça? Ouais, Ok. parce que du coup comme je reparle d'équilibre, c'est un peu tout le temps une question d'équilibre et de faire les études à distance, c'est très compliqué surtout quand c'est pas fait pour. Euh, Hmm. on a essayé de mettre en place euh, des heures dédiées pour que j'apprenne. Enfin, c'était pas évident. On a essayé, mais c'était pas évident. Et du coup, ça te tire plus vers le bas qu'autre chose. Et en plus, du coup, je prends moins de matières par an que ce que je pourrais faire en présentiel. Donc, j'avance moins vite. J'étudie tout seul. Donc, se motiver tout seul, mine de rien, c'est pas évident tous les jours. C'est pas forcément une question de temps, parfois, c'est juste question de motivation, quoi. Ouais. De, tu vois personne, tu vois aucun étudiant toute l'année, et puis à la fin, tu fais un examen. Enfin, c'est assez bizarre comme manière de faire. Donc je vais intégrer un master en Belgique, enfin c'est en cours de procédure, et puis on va voir comment ça se passe, mais je serai en présentiel en tout cas. Ok. On va parler un peu de ton choix d'être venu, d'être allé plutôt en Belgique. Qu'est-ce qui t'a décidé à te déplacer comme ça du coup, t'étais à Bordeaux avant de venir en Belgique, si je me trompe pas. C'était à Toulouse. T'étais à Toulouse, Euh, t'es reparti à Toulouse. ouais, Ok. en gros, Bordeaux c'est mon club. Quand j'ai commencé à faire des sélections en équipe de France, j'étais dans un petit club à Toulouse, l'UAO 31. Et ben, quand tu discutes avec les autres en sélection, je leur demandais, mais vous payez votre licence ou vous gagnez un peu de sous grâce à votre club, etc. Et puis tout le monde me répondait que oui. Et du coup, là, tu te dis, ah, ben, ça pourrait quand même être bien de gagner un peu d'argent grâce à mon niveau, quoi. Et à Toulouse, c'était un petit club, donc je ne me voyais pas leur demander de l'argent. Je préférais l'argent qu'ils gagnent, qu'ils l'investissent dans les jeunes, dans l'avenir du club, que plutôt payer un gars à l'année. Enfin, c'est ridicule. Du coup, j'ai cherché un plus gros club. J'ai cherché à Toulouse, mais les clubs que je connaissais, l'état d'esprit m'intéressait pas. Ok. Donc il y a MJ Bonin avec qui on a discuté. Je lui ai dit bah écoute, moi je cherche un club. Elle m'a dit bah vas-y, viens chez nous. Moi j'ai dit ok. Et depuis j'y suis encore et je kiffe vraiment. Et c'est vraiment un chouette club avec qui je m'entends très très bien. Ils ont des bonnes valeurs, c'est un peu comme une seconde famille quoi. Et puis on a fait un bon résultat là aux interclubs. Pour ceux J'ai qui ont vu suivi, ça, on a ouais. fait deuxième meilleur club de France, c'est quand même balèze. Donc voilà. Donc j'ai mon club à Bordeaux, mais moi je m'entraînais tout le temps à Toulouse. Et pour en revenir à la question, du coup, ça faisait 5 ans que je m'entraînais à Toulouse. Et bah, en fait, chaque été, j'arrivais à battre mon record. Mais en grand championnat, j'avais toujours du mal. Euh, donc ça pouvait venir du mental, ça pouvait venir de l'entraînement. Mais je sais pas, j'avais besoin de changer, j'avais besoin de changement. Je me suis dit, là, si je continue comme ça va pas le faire. Genre, je crois plus en mon projet. Et donc, il faut que je trouve une solution, quoi. Je voulais pas être passif euh, et ne pas prendre cette décision qui était dure, mais ne pas la prendre et après regretter. Du coup, je me suis dit, bah, go, trouve un truc, donne-toi les moyens. Et donc, bah, je suis parti en Belgique pour tenter le coup. Le coach, je le connaissais quand même. J'avais fait Ok. 2 stages avec lui, donc mon ancien coach et mon nouveau, donc Dominique Hernandez et Geoffrey Bonne. Ils travaillaient ensemble. Donc, j'avais déjà fait des stages avec lui. Et lui, à côté, il est prof de maths. Et donc, moi qui suis très scientifique, ça a tout de suite matché. Et donc, en y allant, je me suis dit, ça va bien marcher, quoi, et ça a été le cas. Paris réussi, je me suis qualifié. C'était pas évident, mais ça l'a fait, quoi. Assez dur à faire. Euh, dans mon ancien groupe, il y avait des athlètes et de par mes expériences, j'avais déjà vu des athlètes ne pas faire de choix difficiles comme ça et rester un peu Un dans confort? une zone de confort, ouais. Ouais. Et je me suis dit, non, faut pas faire ça. S'il faut changer, il faut changer, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix de partir. Et ça se passe comme tu le souhaites. Donc c'est vraiment ce coach que tu connaissais déjà qui t'a motivé à aller en Belgique et pas ailleurs. Enfin, en tout cas, d'aller Ouais. avec lui. Ben, en fait, j'étais prêt à aller vraiment n'importe où. J'étais en mode, T'avais besoin je de suis à changer. fond, ouais, j'ai besoin de changer, je suis à fond dans l'athlé et je fais pas de concessions pour l'athlé, ou très peu. Je suis en mode, je me donne tous les moyens possibles et donc,
dans cette idée-là, je me suis dit, bah, s'il faut aller aux États-Unis, il faut aller aux États-Unis. S'il faut aller en Italie, j'irai en Italie. Donc j'ai commencé à chercher, je regardais un peu les coachs des autres athlètes contre qui je saute. Et en France, il n'y avait pas de personnes qui m'intéressaient ou qui m'intriguaient. Si, il y avait quand même Teddy Tango qui m'intriguait. Donc je lui ai demandé, il n'a pas accepté. Et du coup, après, je suis parti sur la Belgique. J'ai quand même mis du temps à faire ce choix, parce que c'était pas un choix facile. Puis en plus, fallait le faire un peu aussi en milieu de saison. Enfin, pas en milieu de saison, mais pendant les compétitions. Donc, t'as encore les compétitions, mais tu sais que tu vas changer de coach. Enfin, c'est un peu bizarre quand même comme état d'esprit. Et donc voilà, du coup, j'étais prêt à déménager et à trouver après coup les solutions pour les études. Euh, mais donc ouais, sans concession et tout pour l'athlé, quoi. C'était un peu ma philosophie. Ok, trop bien. Et ça fait combien de temps du coup là? Là, c'est ma deuxième année. Ok, ok. Ça t'a permis donc de te qualifier pour les Jeux de Paris. Comment ça, quel a été le cheminement pour arriver à cette sélection finale et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah, comment tu l'as vécu de l'intérieur, ce championnat qui est un peu le Graal pour chaque athlète. T'étais d'ailleurs le seul sauteur en longueur qualifié pour les Jeux français. Euh, le chemin n'a pas été facile du tout. Donc pour se qualifier, il y a deux options. Il y avait soit le ranking, soit les minima. Donc les minima, c'était 8, 27. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. 8, 27. Et le ranking, il fallait être dans le top 24. Donc top 24, c'est assez relevé. Ça fait un peu plus de 220 points en moyenne dans le ranking. Et donc j'ai commencé pour établir une stratégie un peu à regarder les points qu'il fallait que je fasse, les compétitions aussi qu'il fallait que je fasse. Et j'avais qu'une seule compétition en 2023 qui compterait encore pour mon ranking en 2024. Donc il fallait que je fasse quatre autres performances pour mon ranking, pour me qualifier. Donc 4 ça paraît assez simple, mais en vrai, ça va vite, quoi. Il faut faire 4 compétitions avec des bonnes conditions. Donc, il faut quand même avoir une certaine stratégie, avoir des compétitions où on a envie de perfer, d'autres où on construit. Enfin, il y a quand même une stratégie à avoir. Et surtout que bah, je change de coach, donc je change d'entraînement totalement, je change de lieu de vie. Il y a plein d'équilibres que tu perds. Euh, et en fait, tout cet équilibre que j'ai perdu, je l'ai un peu figé dans le temps de par mon objectif des JO. Il y a plein de choses qui allaient pas forcément. J'avais pas un appart de ouf, il était hyper sombre, hyper humide et tout. Euh, j- donc j'ai toujours pas, enfin j'avais pas d'amis sur place parce que bah, je viens d'arriver en Belgique, quoi. Tu connais personne, mis à part ton groupe d'entraînement, mais des amis extérieurs, t'en as pas. Et donc, de par ce gros objectif que j'avais, j'ai un peu mis tout en stand-by. Et en fait, j'ai fait un an sans avoir d'équilibre, mais ça m'a pas impacté tant que ça. C'était, bah, il y a les jeux, si t'as un petit problème, c'est pas grave, tu le mets de côté, quoi, tu le caches vraiment très loin dans ton placard et il ressortira, mais il ressortira après les jeux, quoi. Des fois, c'est pas bon à faire ça parce Intéressant. que si ça ressort avant ou pendant les jeux, là, t'es pas bien, quoi. Ouais, Mais c'est un peu après coup l'impression que j'ai eue. Et donc aussi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut s'adapter à l'entraînement et à la nouvelle technique de saut ou quoi que je vais avoir avec mon nouveau coach. Donc on a fait hyper méthodique. On a pris mon saut, on l'a découpé en plein de phases et on a commencé à travailler phase par phase tous les éléments que mon nouveau coach voulait travailler. Et après, une fois qu'on avait un truc à peu près correct, bah on reprenait ces mêmes étapes et on essayait de les mettre en compétition cette fois-ci. Et donc, dès l'hiver 2024, en fait, à chaque compétition, j'avais un objectif technique à faire. Et la compétition d'après, j'avais pas le droit de passer à l'objectif d'après si le premier n'était pas validé. ok. Donc on faisait vraiment méthodiquement, un peu comme une méthode scientifique, quoi. Donc ça m'a beaucoup plu. Et donc, en fait, depuis janvier 2024 jusqu'au JO, on a construit à chaque compète mes sauts. Et progressivement, bah, au début, je sautais pas très loin parce que ben, tu te concentres pas sur l'impulsion, mais tu te concentres sur les premières foulées. Mais bon, une fois que les premières foulées sont calées, tu peux te concentrer sur les foulées du milieu. Et donc, petit à petit, bah, mon niveau de performance, il est monté comme ça, assez linéairement, jusqu'au JO. Et, euh, et c'était assez agréable. Mais après, petite, petite problématique, j'ai envie de dire, c'est que donc j'arrive donc un mois et demi avant les JO et mon ranking il est pas terrible, il me manque une perf pour être sûr d'être qualifié. J'ai toujours pas fait les minima du coup non plus. Et donc je vais sauter en Grèce sur un meeting, un street meeting.
Ce meeting, il y a rarement des bonnes perfs, parce que du coup, je m'en suis rendu compte sur place, mais il y a beaucoup de vent qui vient sur la piste, de face. Et sauf qu'à ce moment-là, j'avais aussi mal au tendon à l'adducteur. J'avais fort mal quand même. Et je voulais quand même faire cette compétition avant les élites, pour pas que les élites, ça soit ma dernière et unique chance. Ok. Parce que je trouve horrible d'arriver à une compétition et tu te dis, bah là, si tu gagnes pas, tu vas pas au jeu. C'est horrible. Un peu comme les Du coup, trials à l'américaine. ouais, carrément, c'est horrible. Nous, notre manière, notre méthode de qualif, elle marche pas comme ça. Donc si j'ai le Ouais. choix, je me suis dit, je préfère sauter à cette compète en Grèce avant pour me donner une deuxième chance, entre guillemets. Sauf que du coup, en Grèce, ben, je mords 3 fois. Donc ciao, le concours, il est fini. Et surtout, l'adducteur, j'ai forcé dessus. Donc ça fait de plus en plus mal. Sauf qu'il faut se qualifier. Donc week-end d'après, il y a les élites. Et là, bah, j'ai quand même très très mal, mais il faut sauter le plus loin possible. Donc avec l'adrénaline, sur le coup, dans la compétition, je sens pas trop la gêne, mais j'arrive à faire un super concours. Je finis à 8,05, je crois. Je gagne les élites. D'ailleurs, première fois que je gagne les élites, assez fou. Et donc avec cette victoire, j'étais quasi assuré d'aller au JO. Sauf que le problème, c'est que le lendemain de la compète, donc je redescends un peu et tout, j'étais content. Et sauf que là, impossible de courir. Genre footing, je peux pas. Genre j'ai trop mal. C'est horrible. Et du coup là, tu te dis, ben, t'as la Fédé qui t'appelle, qui dit que t'es qualifié. T'es en mode, bah, c'est un aboutissement énorme, mais de l'autre côté, t'es en mode, bah ouais, mais je sais pas courir. Genre j'ai un mois pour me soigner, mais c'est horrible. Du coup, bah, sur le coup, je t'avoue, j'étais pas. C'était content, mais c'était un sentiment trop bizarre. C'était vraiment un sentiment très étrange. Et donc là, ben, s'en est suivi une période de réhabilitation, de rééducation, et un peu brouillon parce que je fais une petite pause quand même après les élites, quelques jours, presque une semaine. Mais du coup, pendant ma pause, je pose pas trop. J'essaye de voir des médecins un peu autour de là où je suis, mais c'est pas du tout mon staff. Ensuite, je rentre en Belgique. Sauf qu'en Belgique, en un an, j'ai réussi à trouver un staff, un kiné. Mes médecins, j'avais pas encore trouvé un médecin qui me convenait, donc c'était pas évident non plus. Le médecin, il me diagnostique, oula, il me dit que j'ai une tendinite à l'adducteur gauche, au Ok. long adducteur, avec une partie qui est calcifiée aussi. Donc c'est pour ça que ça fait mal. Et après, du coup, je commence la rééduque avec mon kiné belge. Sauf que là, bah, je le sens pas. Euh, la manière dont mon kiné belge travaille, c'est vraiment très différent de la manière des kinés français chez qui j'allais avant. Et du coup, ça faisait 5-6 ans que j'étais habitué à une manière de travailler avec les kinés. Et donc, petit à petit, j'essaie de m'habituer à la nouvelle méthode, mais il y a des trucs qui allaient pas, ça collait pas. Et là, j'étais en mode, c'est les jeux, quoi. Il faut que j'y aille à 100%. Hmm. Et puis, je faisais une séance de kiné par jour. Le kiné, j'allais le voir 1 à 2 fois semaine. J'étais en mode, non, c'est pas possible. Il faut que je dorme chez le kiné, là. Il faut que je me soigne, quoi. Et du coup, bah, il y a un moment où j'ai explosé. J'en pouvais plus, j'ai pleuré, tout ça, ça allait vraiment pas. Donc, j'ai dit à mon coach, bah, ce soir, je prends un billet d'avion et je rentre à Toulouse. Donc là, on est à 2 semaines et demie, 3 semaines, ouais, 3 semaines des Jeux. Et je prends un billet d'avion pour rentrer chez mes parents à Toulouse et retourner voir le staff que j'avais avant de venir en Belgique. Et donc là, bah, du coup, kiné tous les jours. Donc le kiné, j'étais de 8h à 18h. Je faisais toute la journée chez eux. Le matin, je faisais de la kiné. Après, je mangeais, je faisais de la récup. L'après-midi, je faisais de la prépa physique. Enfin, vraiment à fond, quoi. Grâce à ça, ben, j'arrive au pré-camp des Jeux. C'est 10 jours avant les Jeux, il me semble. Et petit à petit, j'arrive à resprinter. 5 jours avant la compète, j'arrivais à sprinter à 100%. Mais sauf que je fais pas du sprint, je fais du saut en longueur. Et ça faisait un mois que j'avais pas sauté, même pas sur petit élan. Et donc, ouais, je pense que c'était 5-6 jours avant les Jeux, je fais pour la première fois des sauts quoi, sur élan moyen. C'est même pas de saut sur élan complet. Mais les sensations sont pas vraiment là. Mais bon, je me dis, j'arrive à sprinter, il y a juste à mettre une impulsion et ça va le faire. Mais sauf que bah, ça marche pas tout à fait comme ça. Et du coup, bah, j'arrive à la compète, et là, sentiment horrible, genre, je vois le public et tout, enfin, ça j'en parlerai après, mais c'était énorme, c'était une ambiance de ouf. Mais en termes de sensations au fond de moi, je commence à m'échauffer, j'ai mal, je commence à sprinter, j'ai mal, donc c'est horrible. Euh, j'arrive à sprinter tout ça, j'arrive à m'échauffer comme il faut, je commence à sauter pour m'échauffer sur la piste, etc. Et là, je sens que bah, je suis à fond, mais ça décolle pas. Je suis en mode, il manque un truc là. Genre, je suis en mode, c'est les jeux, donc donne tout. Au pire, tu te pètes, il y a rien après les jeux, donc on s'en fout. Mais même comme ça, genre à fond, genre je cours à fond, j'ai impulsé à fond, bah ça décollait pas. Et du coup, bah ça fait un peu vu, les 3 sauts que je fais, ils sont à 7,50 je crois. Et mais j'étais à fond quoi, c'était mon niveau de la compète.
Et donc c'était hyper frustrant d'arriver à cette compète, c'est le Graal, mais t'es pas en forme, tu peux pas te défendre et montrer ce que tu veux, quoi. Et donc ça, c'était très dur à encaisser. Euh, Très mais frustrant. ouais, c'est très frustrant. Mais j'ai rien à regretter parce que, bah, comme je te dis, pendant tout ce mois, je me suis donné à fond dans les soins, etc. Ouais, J'ai fait grave. vraiment le max. Je pouvais pas faire plus. Franchement, je pouvais pas faire plus. Et bah, ça l'a pas fait, mais c'est très frustrant, quoi. Genre, tu te dis que tu y es, mais tu peux pas le faire. Et puis surtout que la saison 2024, j'ai réussi quand même à être régulier à 8 mètres. Aux élites, je fais 8 mètres. Donc la Grèce, j'ai fait 3,0, mais les sauts étaient assez loin. Ensuite, avant, je refais 8 mètres. Aux Europes, je fais 7,98 en qualif et 8,08 m en finale, avec un autre 8 mètres en finale. Enfin, j'avais montré que j'étais régulier à 8 mètres, quoi. J'avais compris des nouvelles choses. La méthode de travail en belge marche. Et donc, j'étais en mode, bah, 8 mètres, je sais faire, c'est possible. Et surtout qu'en grand championnat, bah, avec 8 mètres, tu passes en finale la plupart du temps. Sur les 20 dernières années, en moyenne, tu passes en finale. Ok. Donc, ouais, j'étais confiant, mais enfin, si, j'étais confiant, j'avais confiance en mes capacités de faire 8 mètres, mais là, le corps, il y était pas, quoi. Donc, ça, c'était la partie très dure des JO, que j'ai encore à l'heure actuelle, et qui est dure à digérer. Aujourd'hui, Mais, ouais, vas-y, ouais, pardon. non, non, vas-y, t'inquiète. Non, j'allais dire aujourd'hui, ta douleur à l'adducteur, elle est derrière toi, c'est du passé. Juste après les Jeux, je l'avais vraiment au travers. Donc j'ai commencé à faire les diagnostics. J'ai profité des médecins de la Fédé sur place pour faire des diagnostics. Il y avait une IRM aussi dans le village olympique, ça c'était dingue. Donc j'ai fait une IRM sur place, tout ça, donc j'avais le diagnostic. Et puis il y a un des médecins de la Fédé qui m'a dit bah, est-ce que t'as, si c'est possible que ça s'opère, prends contact avec tel chirurgien. Donc j'ai pris contact avec lui et du coup en fait je me suis fait opérer mi-septembre, donc un mois après les Jeux, de la pubalgie. C'est Il Docteur m'a fait une Reboul? petite. Ouais, exact. Bah oui, c'est pour ça qu'on s'est croisés aussi à Bordeaux, Ouais. chez le kiné. Et du coup, il m'a fait cette opération. Et donc là, depuis, c'est une longue période de galère. Mm. Mais l'adducteur va quasi nickel. Genre, je peux sprinter, j'ai plus de douleur. Mais c'est juste les conséquences de l'opération d'avoir été arrêté qui sont un peu encore là. Mais au niveau de l'adducteur, je suis content d'avoir fait l'opération. Donc, c'était une expérience à la fois incroyable et à la fois frustrante de pas avoir pu t'exprimer comme tu le souhaitais. Ouais, J'imagine, ça doit ouais, être, parce que j'ai pas parlé enfin, du coup, je vais en parler du côté assez fou des jeux. ouais. Ah, donc je suis arrivé dans le stade, mentalement j'étais prêt parce que j'avais travaillé tout ça avec mon prépa mental. Cette fois j'étais prêt. Il n'y avait pas comme les fois passées où je pouvais avoir des problèmes dans la tête, caché, enfoui, etc. Là j'étais prêt, c'était sûr. Enfin, dans la tête. Et du coup là, donc déjà t'arrives au village olympique, enfin, c'est une ambiance assez particulière, t'as des athlètes partout, t'as un immense hall où tu viens manger, tout ça. Tout ça, c'est assez incroyable. Euh, T'as ta petite chambre avec ton coloc, enfin, t'as les anneaux partout, t'as les symboles des JO partout, enfin, c'est dingue, quoi. Limite, sur le coup, tu réalises pas parce que bah, t'es dans ta Magique. compétition quand même, mine de rien aussi, donc il faut que tu te Ouais. prépares à la compétition. Faut pas que tu sois trop distrait parce que souvent on te le dit, bah, ça c'est le piège des jeux, du village, tu veux tout faire directement, donc après t'es distrait, donc au final tu prépares pas ta compète. Donc j'avais déjà fait un village olympique aux Jeux de la Méditerranée à Oran, donc je savais un petit peu comment ça se passait, qu'il fallait pas être trop distrait. Mais là, c'était puissance 1000. Et du coup, je me suis dit, bon, on va être raisonnable, je vais profiter de certaines choses, mais pas trop. Parce que si tu te prives trop non plus, bah, t'as pas ton équilibre et tu vis pas bien. Et donc, le village, c'est assez dingue, t'as des athlètes partout. Et le truc qui m'a le plus choqué, c'est, bah, t'arrives dans le stade là, et t'as que des Français dans les tribunes, c'est un truc de fou. Tu bouges le petit doigt, pardon, tu dis bonjour à quelqu'un, et il y a tout le monde qui te répond, c'est un truc de fou. J'ai pas fait, mais c'est sûr que si tu lances une hola, t'as les 70 000 personnes qui te suivent. Je suis allé voir après coup d'autres athlètes courir, et t'as tout le stade qui crie ton nom avant ta course. Enfin, c'est un truc de malade. Et du coup, moi, j'ai pris un malin plaisir à faire des claps de fou. Donc, je prenais bien mon temps pour qu'elles soient lentes et qu'elles fassent du bruit et tout. Et c'était tellement fort que t'avais le public. Donc, moi, je sautais, il y avait un public à ma droite et l'autre de l'autre côté de la piste, et ça résonnait. Genre, le public qui Waouh. clapait à droite, ça résonnait, t'entendais un écho, et j'étais en mode, mais what? C'est un truc de fou. Mais mine de rien, donc j'étais quand même dans ma compète, donc je l'ai pas, sur le coup, je l'ai pas ressenti. Et après coup, quand je reviens au stade avec mes potes, et qu'il y a d'autres concours de triple ou de 100 longueurs, etc., et qu'il y en a qui font des claps, je pense à Tara Davis, elle fait une clap de fou, et là je leur dis,
Mais attends, mais c'était pareil pour moi quand je faisais les claps et ils m'ont dit, mais oui et tout. Et là, je me suis dit, ah, mais waouh, c'est vraiment une dinguerie. Des Genre, le frissons, le public, truc. ah ouais, ouais, le public, bah, j'en ai encore des frissons, mais le public français, c'était magique. Ouais. Puis après, bah, donc moi, je sors de la compète, j'étais hyper déçu, mais tu longes les tribunes et t'as tout le monde qui est trop content de te voir. Et toi, t'es en mode, mais vous me connaissez même pas, vous savez même pas qui je suis et tout. Et ils s'en foutent. T'es français, ils s'en foutent. Et Ils te ça, supportent, c'était quoi. magique. Ouais, ça, c'était C'est trop bien. cool. Mais ouais, la clap à 70 000 personnes, j'ai une vidéo, c'est balèze. Magique. Ouais. Et tu ressens des retombées médiatiques, des choses comme ça, post-jeu, des Euh, sollicitations que t'avais pas avant, que tu as maintenant, ou pas du tout, ça s'est vraiment arrêté après. médiatique, pas du tout. Genre, bah, sur Insta, je suis pas très actif, mais j'ai dû gagner 20 abonnés, je les ai perdus depuis. Et après, sollicitations, pas plus qu'avant. Enfin, j'ai pas beaucoup de sollicitations médiatiques. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas eu de changement. Mais du coup, ça a été. Ouais, la transition est très brutale. Euh, tu passes d'un village olympique, puis d'une ambiance olympique où dès que t'as un supporter qui croise un Français, il t'encourage ou il te dit bonjour, tu sais même pas pourquoi. Dans le village, t'as un officiel, il te prend la main, il te dit tu dois aller à quel bus, et il te met dans le bus. T'as même pas à réfléchir. Enfin, tout le monde était trop content d'aider les Français, donc t'as tout le monde qui t'aide tout le temps, qui te demande si tout va bien, etc. Et tu passes de ça où ton cerveau il s'habitue très très vite, hein. Il est malin, il s'habitue très vite. Et tu passes de ça à pof, plus personne. Ouais. Allez, ça peut paraître prétentieux, hein, mais genre c'est ce que j'ai ressenti. Les jours après, tu te rebalades dans la rue, bah du coup t'es en civil, et bah dans la rue, il y a personne qui t'arrête. Sauf que 2 jours avant, toi, il y a tout le monde qui t'arrête et t'es en mode, oh, c'est bizarre. Le changement brutal comme ça, il est assez violent, quoi. Waouh, Ouais. c'est Mais, clair. mais j'en garde des très bons souvenirs, ouais. Après les jeux, là, on est sorti. Donc je suis sorti directement du stade et puis je suis allé dans la ville. Et puis il y a plein de gens qui t'arrêtent, qui prennent des photos. J'ai des potes, ils avaient fait des t-shirts pour m'encourager. Donc ils voyaient qu'on sortait du Stade de France, donc les Hmm. gens dans la rue, donc ils venaient prendre des photos et tout, c'était trop cool, trop bonne ambiance. Les rues de Paris, ouais, il y avait vraiment une trop bonne ambiance. Il n'y avait pas les Parisiens aigris, ils étaient pas là. Et du coup, dans les rues, c'était Ça c'était change tout la donne. chill, tout calme, trop chouette. Que des bons Trop, souvenirs. trop, trop, trop bien. Ouais, ouais, les jeux, Trop c'était fou. chouette. Ça t'a rapporté des sponsors ou pas du tout? Euh, non, par rapport à ça, l'année des jeux, ouais, j'ai réussi à en avoir un et un mécène, plus la mairie de Bordeaux, via mon club qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et donc, via le fait qu'on préparait les jeux, ils ont réussi à récolter pas mal d'argent Ok, via chouette. des sponsors, quoi. Mais moi, en tant que personne, après jeu, non. J'ai pas eu de sponsor. Et justement, je m'étais dit, bah, ça va peut-être simplifier la tâche, ou bien, ouais, ça pourrait être plus simple. Et en fait, non. Les jeux, c'est fini. Les Français, ils sont passés à autre chose. Et donc, ça aussi, c'est pas évident. En tant qu'athlète, ouais, bah, la recherche de sponsors, moi, je m'y connais pas du tout en marketing. C'est pas du tout mon domaine d'études. Et même quand c'est dans ton domaine d'études, parfois le temps te manque, Hmm. ou l'énergie. Et donc là, moi, c'est même pas mon domaine d'études, donc j'ai du mal à faire des recherches, à me vendre bien comme il faut, etc. Et donc, ouais, après les jeux, pas de retombées à ce niveau-là. T'es accompagné par une agence, il me semble, sur les réseaux sociaux en tout J'étais, cas. T'étais, ouais, tu l'es plus, ok. ouais, j'étais, ça s'est pas hyper bien passé. Ok, On n'a pas réussi à trouver de sponsors ensemble, mais il y avait aussi un peu un manque de communication parce qu'ils n'étaient pas basés à Toulouse. Donc j'étais avec eux encore quand j'étais à Toulouse la plupart du temps. Et donc, ben, le fait de pas se voir, pas se connaître, etc., ça complique un peu la tâche. Donc maintenant, je travaille avec une autre personne, j'essaye avec une nouvelle personne qui voulait m'accompagner. Donc je suis en période de. On essaye de travailler ensemble, on voit ce que ça donne. et ça c'est la partie du coup partenaire privé, mais est-ce que depuis que t'as commencé, entamé ta carrière de haut niveau, t'as une aide plus, enfin une aide de tes parents ou des choses comme ça qui te permettent de te focaliser à 100% sur ta discipline? Est-ce que tu Ouais. vis pas, enfin tu vis à part entière de l'athlétisme aujourd'hui ou Non, non, non? non, j'en vis pas du tout. Donc en gros, ma plus grosse source de revenus, c'est mes parents. Ok, C'est eux qui me payent le loyer de l'appart, etc. Sans eux, je peux rien faire et ils font ça depuis un moment. Après, j'ai mon club qui m'aide beaucoup. Les 3 années avant les Jeux, on a eu une grosse bourse grâce à la Team Bordeaux. Donc c'est une team d'athlètes qui préparait les Jeux.
et qui aussi maintenant continue pour préparer les Jeux de 2028. Donc ça, c'est via mon club. Et puis après, via la Fédé, il y a un système de bourse et un système d'athlètes pro. Donc moi, ça fait quelques années que j'ai des bourses. Et sur ma dernière année, moins de 23 ans, donc U23, j'ai réussi à passer athlète pro grâce aux critères des U23. Et quand tu rentres dans cette catégorie-là de athlète pro U23, tu y restes enfin, tu es obligé d'y rester 2 ans. On peut pas te virer en fait, même si ton Ok. niveau descend. Et donc là, ça s'est fini cette année. Mais du coup, j'ai pu avoir une partie de salaire, mais à nouveau, c'est pas des salaires qui permettent Ouais. de vivre et de tout payer, quoi. Ça paye ton déplacement pour faire ta compétition en Grèce, mais pas plus, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas forcément les compétitions. Moi, c'est plus parce que les compétitions que je fais, donc j'essaye d'avoir un certain niveau de compétition pour que ça m'aide pour mon ranking. Et donc, souvent, ce niveau de compétition, le déplacement est remboursé, Mhm. il est pris en charge par la compétition. Donc c'est plus, par exemple, ça va être des soins kinés, ça va être Ok, payer mon coach. Maintenant, moi, je rémunère mon coach aussi, d'accord, ok. parce que c'est des choses qui se font un peu moins en France, rémunérer son coach. Ouais. Avec tout le travail qu'ils font, je trouve normal qu'ils soient rémunérés. Et donc petit à petit, en Belgique, ça se fait aussi un petit peu de plus en plus. Donc moi, j'aime bien le faire. Enfin, j'aime bien le faire. C'est comme ça que ça C'est marche, c'est donnant avec mon donnant, quoi. coach. Ouais. Après quoi, t'as tout ce qui est matériel de récupération aussi qui coûte cher. Mine de rien, t'as aussi la nutrition. Parce que bah, je mange beaucoup et ça coûte cher de manger beaucoup et de manger bien aussi. Parce que ouais, de manger des sucreries et tout, bah, c'est pas ça qui va te faire sauter loin. Donc j'essaie de faire attention à ce niveau-là. Et donc ouais, mis bout à bout, bah, après il y a même aussi des trucs cons, mais payer le loyer, etc. Bien sûr. Donc ouais, c'est pas évident. Moi, c'est un des trucs qui met le plus de pression ces temps-ci. Même si mes parents ils me le disent qu'ils peuvent m'aider et qu'ils le font avec plaisir, bah t'as envie d'être un peu autonome quoi. J'ai 24 ans, moi j'ai des amis qui travaillent, qui sont autonomes. Et du coup, tu te dis, ok, bah eux, ils travaillent depuis un an, ils sont autonomes, toi tu l'es pas, t'es en retard. Et donc, même si tes parents ils te disent qu'il n'y a pas de pression à se mettre, bah tu te la mets quoi. Ouais, je comprends. Donc ça, En c'est un réalité, peu le t'es pas en défi. retard, c'est un projet complètement différent de ce que tes potes ont, donc c'est Ouais. pas vraiment comparable, mais je comprends ton ressenti. Mais je parlais plus en retard en mode, quelle que soit ton activité professionnelle ou activité qui permet que tu en vives, ben vers 24, 25 ans, je me dis un peu, c'est un peu là où tu commences à en vivre quoi. Hmm. Et donc, je parlais plus en retard par rapport à ce niveau-là. Pas forcément au fait que je sois employé et que je travaille. Ça me dérange pas de Mais travailler plus justement, tard. enfin, t'as quand même fait la plus grosse compétition qu'un athlète peut rêver, et mine de rien, tu peux toujours pas en vivre. Est-ce que c'est de Ouais. ta faute ou est-ce que c'est le système qui est comme ça, tu vois? Je pense plutôt que c'est le système qui est comme ça et que même si t'as beau faire, enfin donner tout ton potentiel, mais finalement, ça se joue pas que à la performance aujourd'hui, quoi. C'est très frustrant à ce niveau-là parce que, pareil, fais pas des études de communication. euh, et donc, c'est quand même tout un métier, la communication, de bien communiquer. Et maintenant, de nos jours, les marques, les entreprises, tout ça, ils recherchent plus des influenceurs Hmm. que des images, des athlètes, des performances. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que bah, ça a changé et que maintenant, tu peux pas être juste athlète. Faut que tu sois athlète, que tu communiques, que tu aies des bons réseaux. euh, et il y a plein de choses derrière. Il n'y a pas juste l'entraînement, quoi. Ouais, c'est tout à fait vrai. Et c'est peut-être un accompagnement qui manque aujourd'hui à certains athlètes qui pourraient permettre de passer ce palier de communication et d'attirer des sponsors. C'est vrai que c'est pas encore c'est dans les têtes de tous les athlètes et dans le système pour se démarquer, mais pourtant c'est quelque chose d'essentiel, ouais. T'as tout à fait raison. Et après, c'est un peu aussi bah, pour avoir, si tu veux engager une personne qui t'aide, du coup, il faut la rémunérer aussi. Hmm. Donc en fait, bah, si t'as pas de budget, tu peux pas la rémunérer. Après, il y a des alternatives peut-être qui sont possibles. Moi, j'essaye de chercher un étudiant en communication qui pourrait faire un projet avec moi où le but c'est d'améliorer mes réseaux, etc. Et du coup, lui, ça lui fait un projet. Moi, D'accord. ça m'aide et c'est un peu donnant-donnant, quoi.
Donc il y a des choses comme ça qui sont possibles. Euh, donc ouais. Mais moi je trouve frustrant que maintenant, ouais, de nos jours, on demande plus des comptes à rendre sur tes réseaux que sur tes performances. Et Ouais, ouais, ça change, ça évolue. Faut faire avec c'est ça ça. évolue, c'est différent. Je suis d'accord, ouais, c'est de l'évolution. Mais ton idée de d'alternant ou de stagiaire est très très bonne et j'en connais autour de moi qui font ça et ça marche bien. Donc Ok, si top. quelqu'un étudiant en communication écoute cet épisode, Tom est à Ouais, la recherche de toi, donc carrément. n'hésite pas à le contacter. Ok. Est-ce que j'imagine que ta blessure au moment des jeux, c'est une de tes blessures. Tu vas me dire après s'il y en a eu d'autres, mais qui t'a le plus marqué du coup, parce que ça t'a fait, entre guillemets, manquer ton rendez-vous auquel tu étais 100% prêt, mis à part cette gêne. Euh, est-ce que, est-ce que bah, déjà c'est ta plus grosse blessure et est-ce que t'en as eu d'autres? Ouais, des blessures, j'en ai pas mal. Euh, la plus grosse, enfin, souvent j'ai des petites blessures que j'arrive à soigner donc, je me blesse souvent l'été, et après j'arrive à les soigner pour reprendre la saison en septembre. Mais celle-ci, du coup, c'est ma plus grosse parce qu'il y a eu opération. Mhm. Avant que ça soit l'opération, ouais, c'est aussi celle qui m'a le plus gêné, mais mettons, il y aurait pas eu les jeux, j'aurais fait différemment, j'aurais moins forcé. J'aurais peut-être tiré un trait sur la compétition internationale de cet été-là, et plutôt que d'essayer de m'y qualifier, peut-être que j'aurais fait autrement pour pas me faire plus mal. Mais du coup, à l'heure actuelle, ouais, c'est la plus grosse parce qu'il y a eu opération, et que bah, depuis, j'ai toujours pas ressauté en compétition, donc depuis septembre. Ma dernière compète, c'est les Jeux. Ok. Et puis surtout qu'après cette opération, j'ai enchaîné pas mal de galères. Donc je me suis déchiré un tout petit peu le mollet en février. Là, il y a un mois, je me suis déchiré l'ischio aussi. Donc en fait, ouais, le corps, j'arrive à courir de plus en plus vite, je cours plus vite qu'avant. Mais à chaque fois que je dépasse un certain niveau, bah, des fois le corps il est pas prêt. C'est un peu dur à revenir sans avoir de problème physique autre part. Mais c'est ce qui est en train de se faire. Petit à petit, je reviens. Là, j'espère que c'est la dernière. Donc c'est la plus grosse. Après, je me suis fissuré une vertèbre dans le dos. Ça, c'était quand même assez impactant aussi. Euh, c'est pas forcément celle qui m'a arrêté le plus longtemps, mais ouais, tu te dis, ouais, t'as pété un truc dans ton dos, tu te dis, C'est waouh, chaud. Hmm. ça fait un peu peur. Et, euh, et puis surtout qu'on m'avait proposé deux traitements différents. On m'avait proposé de mettre un corset et de m'arrêter pendant 3 4 mois. Et quand on m'a dit ça, je me suis dit, voilà, corset, s'arrêter 3 4 mois, rien faire pendant 3 4 mois, ok, pour que l'os se consolide, mais je pense que de rien faire, c'est pas la méthode de soin idéale. Donc du coup, j'ai pas opté pour ce choix-là, mais quand on me l'a dit, je me suis dit, putain, j'ai pas un petit truc, quoi. C'est quand Ouais. même euh, il faut le prendre en compte et il faut le soigner rapidement. Donc ouais, j'ai ces deux blessures un peu grosses. Après, j'ai pas eu Comment d'autres tu blessures. gères maintenant que tu es en Belgique, quand tu te blesses là, ton mollet récemment, du coup Ouais, tu repars en France, à Toulouse pour te soigner avec ta team là-bas ou t'as trouvé maintenant ton équilibre sur place en Belgique? bonne question. J'ai trouvé mon équilibre et j'en ai profité de cette opération pour apprendre à travailler avec cette nouvelle méthode. Une méthode un peu plus douce, un peu plus lente, mais qui fonctionne. En gros, sa manière de voir, c'est qu'on va soigner les choses pour qu'elles ne reviennent plus jamais après. C'est aussi un peu la méthode en France, mais lui, il y va vraiment très très doucement, étape par étape, on construit vraiment étape par étape. Et une fois que tu arrives à la fin, bah, t'es vraiment nickel chrome, t'as plus de problème. Et donc, j'en ai profité pour m'habituer à cette méthode de travail. Et donc, du coup, je me suis obligé à pas rentrer à Toulouse, même si parfois j'avais pas confiance. J'essayais justement de m'ouvrir à une nouvelle méthode de soins, pas rester fermé sur mes a priori et mes convictions. Donc, ouais, maintenant les blessures, je les gère qu'en Belgique. Ok. Donc dès que tu ressens une douleur, quelque chose, directement tu vas voir ton staff, tu t'essayes pas de refaire un saut pour voir si c'est qu'une alerte ou si c'est quelque chose de plus grave. Tu sais, souvent Non. on se dit j'ai mal, bon allez, allez, j'en fais encore un parce que c'est la fin de la séance et de toute façon demain ça ira mieux, mais toi t'es plutôt à l'écoute vraiment de ton corps. Ouais, je fonctionne pas. Ouais, le coup de. Allez, c'est presque la fin, je fonctionne pas du tout comme ça. Ok. Euh, j'ai appris
à écouter mon corps petit à petit au fur et à mesure des années. Je commence à avoir un bon feeling avec et j'essaye de dissocier les douleurs travail des douleurs danger. Et donc ça c'est avec l'expérience et du coup il y a des douleurs quand je les ai, je suis en mode ok ça c'est juste parce que bah, je suis fatigué et que j'ai des courbatures ou bien mon muscle a travaillé. Et par contre il y a d'autres douleurs qui m'alertent et là je suis en mode parfois je me dis stop direct, donc j'arrête la séance parce que j'ai un feeling de il faut que j'arrête la séance. Et des fois même malgré ce feeling je me dis bah c'est pas vraiment objectif donc essaye de continuer un tout petit peu plus, genre j'essaye juste de voir comment évolue cette douleur. Et en fonction de l'évolution, hop, j'arrête ou je continue. Parce que des fois aussi, il faut pas tomber dans l'opposé et se dire, ouais, dès que j'ai une douleur, j'arrête. Ouais, Faut quand même s'entraîner. Mais c'est hyper agréable de connaître son corps pour faire ça. Donc, ouais. ouais, à ce niveau-là, je fonctionne plus comme ça à l'intuition, mais parce que je connais bien mon corps. Ok. C'est important. C'est Ouais. important, je pense, ça s'acquiert avec le temps surtout. Parce que des fois, tu penses te connaître et finalement, Mm. bah, tu te rends compte que non et t'apprends et tu fais pas les mêmes erreurs deux fois après t'être Mais blessé en général. il faut aussi être à la recherche de cette connaissance. C'est pas Ouais. quelque chose de passif. C'est-à-dire que ça s'acquiert avec les années, oui, mais si un athlète écoute ça, il faut pas qu'il se dise, ok, bah dans 4 ans, hop, je sais écouter mon corps. Non, il faut que pendant ces 4 années, tu te dises, ok, il faut que j'apprenne à écouter mon corps. Faut être Et que, attentif. ouais, et que pendant les séances, tu te dises, ok, là j'ai telle douleur, qu'est-ce que ça peut être? Après, tu peux te tromper des fois, et du coup, bah, tu te dis que c'était une douleur parce que c'est une courbature, et en fait, tu fais ton sprint et tu te pètes. Bah, du coup, tu es en mode, ok, bah, la douleur que j'ai sentie, c'était une douleur en fait qu'il fallait pas courir dessus. Et comme ça, bon, tu construis. Et ouais, si tu fais pas d'erreur, t'apprends pas aussi. Tu peux pas. Enfin, il faut apprendre de ses erreurs. Exactement. C'est important. C'est très très important, ouais. Euh, tu, tu travailles avec un préparateur mental, Ouais, Olivier, qu'on peut saluer. On a, on a le même prépa mental. Combien de temps ça ok. fait que tu bosses avec lui et qu'est-ce qui t'a apporté et est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as envie de nous raconter du travail que tu fais avec lui, mais en tout cas l'évolution du tome avant préparateur mental et du tome aujourd'hui avec ses armes. Bah, déjà, c'est drôle parce que je savais qu'il avait deux décathlètes, mais je savais pas qui. Parce qu'il me le dit pas, c'est un peu un jeu qu'on a entre nous. J'essaie de deviner les athlètes qu'il a sans qu'il me le dise. Du coup, bah, prochaine séance, T'en c'est la as un semaine sur deux. prochaine. Je lui dirai. Bah, le deuxième, je pense savoir, mais j'ai mon idée. Et du coup, Olivier, ouais, je l'ai trouvé parce que il y a Émilie Chamagne qui travaille à la Fédé, préparatrice mentale, qui m'a conseillé d'aller voir lui, parce qu'il travaille avec le Stade Toulousain, et moi à l'époque j'étais à Toulouse, donc elle s'est dit pourquoi pas. Et donc j'ai commencé à travailler avec lui un an avant les Jeux. Euh, et avant de travailler avec lui, en fait, je me disais, ouais, mais je suis bien dans ma tête, j'ai pas besoin de prépa mentale. Je me sens bien, j'essayais d'être assez objectif, je me disais, bah, je pense que je suis bien, je suis fort dans ma tête et j'en ai pas besoin. Et en fait, bah, je me suis rendu compte en commençant le travail que bah, non, je me trompais et que tu en as toujours besoin et tu peux toujours travailler des choses. Et ensuite, tout de suite, bien entendu, j'aime bien sa méthode de travail. Il te dit pas quoi faire. Il te propose des chemins, il te propose son analyse et à deux, on construit. Euh, et ça se voit qu'il est aussi, lui, dans la recherche de l'apprentissage, même pendant les séances. Quand on discute, c'est plus un échange que lui, il te donne des infos, c'est vraiment un échange entre deux personnes et on construit ce qu'on a envie de construire. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça permet d'être autonome après. Parce que le prépa mental, il est pas avec toi en FaceTime le jour des JO sur la piste. Donc, si t'es pas autonome, tu peux pas faire. Et c'est un peu pareil pour le coach. Le coach, si t'as pas une certaine autonomie, et ben, il peut pas tout faire à ta place, quoi. Enfin, et donc, et mon coach et mon prépa mental ont cette vision de me rendre autonome. Donc c'est hyper agréable. Ils sont tous les deux aussi sur la même longueur d'onde. Ils travaillent aussi ensemble, des Ok. fois. Ça, c'est hyper intéressant. Je l'ai appris après les jeux parce que ben, quand t'es coach aussi et que t'as jamais fait les jeux, bah, coacher aux régionaux à côté ou aux jeux, c'est pas la même chose, hein. Tu peux vite te faire embarquer, je sais pas, par la caméra, par le public qui crie le nom de ton athlète, enfin Bah j'en sais oui. rien, mais tu peux vite te faire déborder par tes émotions. Et donc, je l'ai appris après coup, mais il a travaillé aussi pour ses jeux.
Et je trouve ça hyper mature de sa part de faire ça. Tout à fait. Ouais. Et, euh, et donc Olivier, dans ce qu'on a travaillé, ouais, les plus gros points qu'on a travaillé, c'est la confiance en moi. Euh, et on l'a travaillé un peu de manière scientifique. C'est simplement un constat que ben, la confiance en toi, c'est la vision objective de tes capacités et donc de ce que tu fais à l'entraînement et ce que tu sais faire, ou bien ce que tu as acquis en prépa mentale. Et donc, tu te fais un peu un récap de ce que tu sais faire. Par exemple, bah, à l'entraînement, je sais sauter 7,50 m. À l'entraînement, le 60 mètres, je le cours en temps. Et tu fais un peu un débrief comme ça, et puis après, tu arrives à la compète et tu es en mode, bah, tout ce que Je j'ai sais écrit faire. là, c'est à moi et je sais faire. Et du coup, après, tu es en mode, bah, ok, c'est moi, je sais faire, donc tu as confiance en toi. Et ça marche pareil avec le travail de prépa mentale que tu as fait avant la compète. Tu te le remémores et tu es en mode, bah, j'ai travaillé tout ça, donc je sais faire. Donc une fois à la compète, il n'y a pas de raison de stresser, vu que tu sais faire. Et du coup, après, c'est hyper agréable. Et donc, la finalité de mon travail avec Olivier, ça a été les championnats d'Europe à Rome, parce que c'est la première sélection où je suis à mon niveau et où je perds. Donc, je passe en les qualifs, je fais 7,98 au deuxième saut, il me semble. Euh, Ça passe de justesse, enfin, fallait faire 8 mètres pour se qualifier, mais 7,98 ça passait. Et après, en finale, dès le deuxième saut, je fais 8,08, puis après, je refais un 8 mètres. Il manquait un peu de technique pour aller grappiller plus de centimètres, mais je l'ai pas encore préparé avec mon coach. Mais en termes de mental, quoi, j'étais là, j'étais à mon niveau, j'ai fait 8 mètres. Et après cette compète, je me suis dit, ok, j'ai compris des choses. Le travail qu'on a fait, il sert vraiment à quelque chose. Parce que mes championnats d'Europe que j'avais fait avant, à Munich, j'avais fait 3 mordus. Comme ça, tu peux pas faire pire. Tu peux J'avais que fait, enfin, t'améliorer. si. Ouais, voilà, tu peux ne pas y aller, mais bon, j'étais allé 3 mordus. Bam, là, ça te met un coup au moral, quoi. Ouais. Et, euh, Et du coup, ouais, les championnats d'Europe à Rome, c'était hyper satisfaisant de voir tout ce travail de prépa mentale qui fonctionne. Et après, du coup, pour les JO, je savais que ça allait fonctionner aussi. Dans la tête, pendant les JO, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de stress, tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait, enfin, j'ai tout géré nickel. Et après, qu'est-ce qu'on a travaillé ensemble? Bah, il y a plein de choses qu'on travaille. Il y a des séances aussi, c'est des séances un peu psy, où tu te lâches, tu dis des choses que tu as sur le cœur, parce que bah, c'est aussi ça un peu le haut niveau, si tu as des trucs en toi que tu repousses ou que tu caches, ben, sur la piste, ça se voit. Mm. Euh, enfin, ça se voit pas, mais ça se ressent, tu n'es pas forcément à ton niveau. On a travaillé aussi sur, ça j'ai beaucoup aimé ce point-là, c'est savoir qui je suis et qui je veux être sur la piste. Euh, L'idée c'est que je sois en accord avec moi-même et que je sois pas un personnage et que du coup j'ai envie d'être quelqu'un. Donc moi, c'est quelqu'un plutôt de droit dans mes bottes, de heureux, de souriant, mais quand même fort tranquille. Donc t'as pas envie de sauter contre moi parce que je suis fort, etc. Et de trouver le toi que tu veux être. Et comme ça, en compétition, après, tu es en accord avec ça. C'est plus simple de sauter comme ça que de se mettre un masque. Et bah, c'est pas toi que tu sautes, mais c'est pas vraiment toi. Et c'est plein de petits détails comme ça qui font que c'est des petits pourcents par-ci par-là qui font que bah, tu vas grappiller des centimètres au final, quoi. Parce que bah, le corps, ça s'entraîne, mais la tête aussi. Et c'est hyper important. C'est très bien dit. Donc ouais, est-ce qu'on peut parler de... Alors, du coup, tu rentres pas dans le personnage de quelqu'un d'autre, mais tu mets un peu ta cape et ton masque à toi tu rentres dans la peau d'un athlète Ouais, olympique au moment souhaité, au moment où tu es face au bac à sable. Là, tu te dis, voilà, Tom, c'est plus l'étudiant scientifique, mais ouais, c'est le sauteur qui va loin, quoi. C'est un ouais, peu ça l'image que tu... c'est un peu ça le concept, ouais. Ok. Parce qu'après, je dis que si toi, t'es en accord avec toi-même et que t'as envie de te mettre un masque et que le masque et la personne que t'as envie d'incarner, c'est une personne énervée, fermée, etc., mais que t'es en accord avec ça, ça peut marcher aussi. C'est ok. Ouais. C'est juste trouver Ce qui vraiment au fond de convient. toi ce qui te convient à toi, ta manière d'être sur la piste. Moi, par exemple, je sais que pour parfait, si je commence à crier partout et à m'énerver, ça va pas marcher du tout. J'ai besoin d'être calme, posé, d'être détendu, et là, ça va marcher, quoi. Et du coup, c'est vraiment, ouais, être en accord avec ça. Ok. Hyper intéressant. Tu le vois à quelle fréquence, Olivier? Je le vois une fois toutes les 2 semaines, et s'il y a besoin, des fois, je fais plus, et des fois, je fais un peu moins par rapport au but, parce que ça reste en budget. Ça reste un budget, effectivement. Donc ça, c'est le côté préparation mentale. En tout cas, merci d'avoir partagé ça. Je trouve que
important en tout cas quand on bosse avec un prépa mental, de partager l'évolution que ça peut apporter. Est-ce que tu as un préparateur physique ou ton coach fait office de prépa physique? C'est mon coach qui fait tout. Ok, Il s'occupe des muscles, du renfort. Il est guidé aussi par mon kiné, si jamais il y a des points qu'on veut travailler. Mais globalement, c'est lui qui gère tout. d'accord. Cool. Ok. Euh, on a beaucoup parlé, je vois le temps là qui passe. Euh, je vais essayer d'avancer un peu plus vite pour te laisser aller à l'entraînement, pas trop tard. Ouais, t'inquiète, franchement, Ouais? j'ai entraînement à 17h là. Ok, cool. Bon. Tom, est-ce que tu peux nous raconter à quoi ressemble une journée type ou même une semaine type pour un sauteur en longueur de ton niveau? Ouais. Alors, la journée type, je prends de la plus chargée parce que Vas-y. bah, je fais pas du bi-quotidien tous les jours. Euh, mais enfin, globalement, on peut se dire que un entraînement, enfin une journée d'entraînement, c'est entraînement le matin, entraînement l'après-midi, Mhm. et après tu combles avec plein d'autres choses. Mais je fais pas forcément ça tous les jours. Par exemple, le lundi, c'est du bi-quotidien. Donc le matin, on fait du sprint. Je rentre chez moi, je mange. Après à 14h, donc de 14h à 16h, j'ai un peu du temps libre. Du coup, soit j'en profite pour faire de la recherche de sponsors, pour travailler mes études à distance, pour faire des montages vidéo, faire du contenu, etc. Donc c'est un peu mes moments de temps libre. Après, je retourne à l'entraînement. Le lundi soir, du coup, c'est muscu. Et puis après, je rentre et je mange. Euh, Mine de rien, moi, les entraînements, ils durent entre 2 et 3 heures. Des fois un poil plus, des fois un peu moins, ça dépend. Mais il y a beaucoup de temps libre, en fait, dans une journée d'athlète de haut niveau, parce que faut aussi que tu assimiles les entraînements. Faut que tu te reposes, ça fait partie entière du job de se reposer. Je pense pas qu'on puisse réussir en s'entraînant 3 fois par jour, tous les jours de la semaine. Au bout d'un moment, ton corps il va lâcher. Il faut essayer de faire le plus possible, mais de le faire de manière intelligente. Mm. Euh, donc par exemple, du coup, mon mardi, il est un peu plus light. Je m'entraîne le matin, et pareil, une session de 2 3 heures qui peut varier. Les thèmes, ça varie. Et l'après-midi, c'est full dédié au kiné. Donc là, au kiné, j'y reste pas mal de temps parce qu'on fait des soins, je fais du renfo, je fais des exos, des étirements, tout ça. Et donc j'y reste ouais, des fois 3 heures. Le plus c'était 4 heures, mais ça arrive pas tout le temps. Et après, par exemple, on arrive sur le mercredi, j'ai qu'une séance dans la journée à 13h. Souvent, c'est la séance technique. Et donc le mercredi, par exemple, le mercredi matin, j'essaie de m'organiser les rendez-vous avec le prépa mental. J'essaie de m'organiser pour faire pareil à nouveau, étudier ou bien travailler. Euh, Après le jeudi, on refait du bi-quotidien. Ça ressemble à la journée du lundi avec séance et muscu. Et puis vendredi, pareil, du bi-quotidien. Une séance un peu plus light qui va être souvent du renfo. Avec entraînement de sprint le vendredi après-midi ou bien de saut. Ça dépend de ce que je peux faire physiquement. Et après, samedi matin, de nouveau une séance. En hiver, ça peut être des côtes. Ça peut être aussi des séances d'escalier avec des bonds. Ça peut être des séances de sprint. C'est un peu tout. Des fois, on saute aussi le samedi en période de compétition. Ok. Ça peut évoluer. Et après dimanche, full repos, faut Repos. penser à autre chose un peu, faire de la récup. Ou bien des fois aussi rattraper, il y a des petits exos, on fonctionne beaucoup avec des blocs. Par exemple, on a le bloc renfo cheville, numéro 3. Et des fois, ben, dans la semaine, l'entraînement il a duré, du coup le renfo cheville numéro 3, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc des fois, le samedi après, ou bien à la fin de séance ou dimanche, je rattrape un peu les trucs que j'ai pas pu faire en semaine. Des fois, ça m'arrive d'en sauter parce que ben, faut pas non plus que je me surcharge, faut T'as besoin de s'entraîner. repos? Ouais. Ouais. Donc c'est un peu un équilibre à trouver. Donc voilà à quoi ressemble une semaine. Ça a beaucoup évolué ça. C'est assez intéressant par rapport à ce que je faisais à Toulouse. À Toulouse, je m'entraînais vraiment beaucoup. Euh, je pense que le lundi, je faisais une séance le matin de prépa physique. Donc j'avais un préparateur physique à Toulouse. À midi, j'enchaînais avec une séance de course. Je me reposais un peu. Puis le soir, je faisais une muscu avec de la plio à la fin. Et le mardi, j'arrivais, je faisais une séance de piscine de 1 heure, puis une séance à midi, puis après l'après-midi des côtes. Et même des fois, il y avait une séance de kiné. Et j'arrivais le mardi soir, ouais, des fois j'avais fait déjà 10 heures d'entraînement le mardi soir ou même plus. Et en mode, voilà, ça fait beaucoup quand même. T'arrives chez toi, tu rentres, tu manges, tu dors, quoi. Au moins, il n'y a Ouais. pas de problème. Et donc, je dis pas que ça marche pas, je dis juste que chacun a besoin d'un équilibre. Moi, à une période, ça marchait à Toulouse parce que j'ai quand même fait mon record à Toulouse. Mais là, j'avais besoin d'un nouvel équilibre, faire un peu moins, mais un peu plus qualitatif.
Et c'est ce que j'ai ici en Belgique et ça me convient bien. Mais vraiment, pour ceux qui m'écoutent, c'est vraiment, il faut trouver son truc, ce qui marche à soi. Ouais. Il n'y a pas une méthode de travail en athlète, c'est ça qui est assez fou. Mm. Il n'y a pas un chemin, même pour une personne, il n'y a pas un chemin qui marche. Il faut trouver son chemin. Faut pas non plus changer de chemin tous les jours, sinon t'avances pas. T'as pas de feuille de route. Mais ouais, voilà. Mais ouais, il y a plusieurs méthodes qui marchent, quoi. Donc trouve la tienne et après fonce, quoi. Tu vois, je rejoins ce que tu dis et depuis le début, tu évoques le terme équilibre et c'est totalement ça. Mm. Mais euh, je discutais avec un coach aux États-Unis qui a une méthode intéressante et c'est la première fois que j'entendais ça. À chaque fois qu'il a un nouvel athlète, il analyse euh, son temps de récupération après des grosses séances type des muscu avec de l'isométrie, tu vois, des trucs qui tapent bien dans le système nerveux. Et il analyse en fait combien de temps cette personne va mettre à récupérer à 100% de cet effort. Mhm. Donc ça peut être, il y en a qui arrivent à récupérer en 24 heures, il y en a qui ont besoin d'une semaine pour s'en remettre. Et en fonction de ça, donc là, pendant on va dire le premier mois, il regarde en fait, il est observateur par rapport à ce programme de préparation physique. Et tout le reste de l'année, il va adapter à chaque personne le type d'entraînement et adapter aussi donc les récupérations qui font entièrement partie de l'entraînement, comme tu le disais, mais à chaque typologie en fait d'athlète. Et, et donc il me disait que lui, il en avait vraiment catégorisé deux, qui étaient les athlètes qui encaissaient en fait, les athlètes qui ont aucun problème à encaisser le volume, et au contraire, c'est ça qui les fait progresser. Et ceux par contre qui sont beaucoup plus nerveux, souvent c'est des sprinteurs ou des gars qui sont très puissants. Et là, pour le coup, ils peuvent faire des efforts intenses et courts, mais derrière, ils ont besoin de 2 jours de full récup, Mm. quoi. Et, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur chacun a un profil et chacun doit se connaître pour pouvoir adapter sa charge d'entraînement et c'est totalement ça, quoi. Puis ça s'apprend. Euh, T'apprends à te connaître, à connaître ta charge d'entraînement que tu peux supporter. Puis même, de un, ça s'apprend, et de deux, ça évolue. Il faut, le toi d'aujourd'hui, il peut beaucoup encaisser, mais dans 3 ans, il ne saura plus le faire. Mm. Donc, faut être lucide par rapport à ça, ouais. Mais c'est hyper intéressant la méthode qu'il utilise. Mm. Nous, on fait pas du tout ça, mais il y a un truc un peu qui s'en rapproche, c'est on est beaucoup à l'écoute. On communique vraiment énormément avec notre coach dans notre groupe. Et le plan d'entraînement, c'est pas du tout la Bible, genre on le suit pas à la lettre. On fait Ok. tout le temps évoluer. Au Et feeling. ouais, il y a un peu de. Même le coach, quand il nous voit arriver, en fait, il nous scanne un peu. Il scanne un peu notre état de fatigue avec la manière dont on interagit. Si t'es un mec qui est foufou tout le temps dans sa vie, etc., et tu vois l'entraînement, il arrive, il est tout calme, un jour. Bah là, tu te dis, bon, lui, je vais peut-être pas le faire sprinter à 100% aujourd'hui, donc il calme un peu la séance, il change, il modifie. Donc on a un peu ça aussi. Enfin, on connaît pas notre type, si on peut encaisser ou pas, mais on fait évoluer au jour le jour la séance pour qu'elle soit le plus optimale possible. Ok. Trop intéressant. Je t'ai pas demandé, mais vous êtes combien du coup dans ton groupe d'entraînement actuellement? On est une dizaine. Ah Une oui, quand même. dizaine, Ok. presque. On est deux sauteurs en longueur. L'autre, il fait saut en longueur et triple saut. Et le reste, c'est des coureurs de 4 et une coureuse de 800. Ok. Donc Ouais, je il m'entraîne avec. adapte. Ouais, c'est assez rigolo. Vous avez un socle commun ou comment ça se passe? Ouais, carrément. Ok. Bah, les coureurs de 4 s'entraînent beaucoup en sprint. Donc tout ce qui est sprint, on l'a en commun. Souvent, bah, après certaines séances de sprint, eux, ils enchaînent avec du lactique ou des séances plus longues ou des courses plus longues pour travailler le 400. Par exemple, quand moi je saute, ils ont des choses plus spécifiques au 400. Mais on a quand même toute la partie sprint en commun, la partie muscu. On a une bonne partie en commun. J'aime bien la méthode dont ils travaillent. Genre, on a toute notre muscu, on a la même thématique à chaque fois. Tout ce qui va être haut du corps, ischio, adducteur, un peu renfo, on va avoir les mêmes. Puis quand on passe à la partie spécifique pour notre discipline, hop, on a deux plans séparés. Ok. Euh, donc en fait, c'est la même typologie de muscu, par exemple explosif ou isométrique, mais il n'y a que la petite partie spécifique au son longueur ou au 400 qui va changer. Du coup, comme ça, lui, il n'a pas à tout faire en doublon, il met en commun quand même pas mal de choses. Et après, ce qui est drôle cette année, c'est ouais, je sais pas si je le ferai, mais pour la blague, j'ai envie de faire un 400 parce que je fais plein de séances de cardio, pas avec eux, mais dans le même style que des coureurs de 4, euh, pour bah, avoir une certaine quantité d'entraînement. Par exemple, je sais pas si tu connais l'hypoxie. Ouais. Les salles d'hypoxie, bah, les coureurs de 4 en Belgique, ils
travaille beaucoup avec ça. Ok. Et bah, quand j'étais blessé et des fois quand ça va pas, bah, que je peux pas sauter ou que je peux pas sprinter, ben, du coup, il faut quand même me fatiguer parce que il faut créer de la fatigue pour qu'après tu compenses pour les compétitions. Et du coup, ben, des fois, cet hiver, j'allais en hypoxie. Je faisais du vélo, ils faisaient sur le tapis, mais j'étais en hypoxie avec eux, quoi, et bah, t'as le même effet, quoi. T'es cuit, t'es lactique. Et donc, ouais, cette année, j'ai fait beaucoup de séances qui ressemblaient un peu à des séances en hypoxie. Donc, c'est assez drôle. Bon, après, je pense pas que je sois bon en 400 mètres, mais pour Faut que la tu blague, vois, j'ai envie faut d'en faire un. tester. Ouais. D'abord le 100 Excellent. longueur, après, si j'aurai l'occasion, pourquoi pas. Mais bon, on Aux verra. interclubs l'année prochaine. Dans notre club, on en a des forts quand même. Je Sur peux le pas les. relais. Sur le relais. Tu feras le javelot l'année prochaine Oui, et 400. mais ouais, mais l'année prochaine, j'espère que je vais aller mieux et que je vais faire de Je moins en moins plaisante. de séances comme ça. Mais ça pourrait être drôle. En France, si je me trompe pas, vous êtes 5-6 sauteurs longueur autour de 8 mètres. Mm. Comment tu gères, si je me trompe pas, hein, on peut les citer, Ouais, ouais, mais... c'est à peu près ça, ouais. Ouais. Et bah, ma question c'est est-ce que déjà tu as une bonne relation avec eux? Et est-ce que, par rapport au jeu, là, typiquement, comment la rivalité se gérait entre vous pour la qualification? Euh, c'est une approche assez particulière de la concurrence. Bah, déjà, on se connaît tous et enfin, moi je m'entends bien avec tous. Euh, je trouve quand même, en sur longueur, il y a quand même une bonne ambiance. On se tire pas dans les pattes, on se met pas des bâtons dans les roues. Et moi, ma vision de la concurrence, c'est que ben, je fais pas du 100 mètres, je cours pas à côté des autres. Et quand je suis sur la piste, ben, il y a que moi, le sautoir, la course d'élan, enfin la piste d'élan et la planche, quoi. Que l'autre il ait sauté loin ou pas, ça change rien à ce que je dois faire. Et donc, ben, je suis vraiment beaucoup plus focus sur moi et ma perf et ce que j'ai à faire surtout que sur ok, il faut que je saute tant pour être premier. Par exemple, c'est très rare que pendant un concours, je connaisse ma position et la perf que j'ai faite. La perf, souvent, je la connais à peu près, mais genre, ça peut être à 30 centimètres près des fois. Parce que tant qu'elle me convient pas, je l'enregistre pas, on va dire. Si ça va être 8,40, bon, là, je vais la retenir. Mais ouais, tant que j'ai pas atteint ce que je devais atteindre à la compète, je suis vraiment focus sur ce point-là, quoi. Ok, Je suis là pour travailler, par exemple, l'impulsion. Un élément à l'impulsion, bah, je me focus sur ça euh, et je travaille ça quoi. Après, il y a d'autres compètes où je suis là pour lâcher les chevaux. Ça m'est pas encore arrivé, mais enfin avec notre nouvelle manière de travailler, ça m'est pas encore arrivé, mais ça sera des compètes où bah, juste tu y vas, tous les éléments techniques sont automatiques et ancrés en toi maintenant, donc tu as juste à lâcher les chevaux et à faire ton saut parce que tu sais le faire. ouais. Donc là, peut-être que je commencerai à regarder un peu où j'en suis dans le concours, etc. Et encore, je pense pas. Mais ouais, je préfère pas trop regarder, ça me motive pas Ok. de savoir que je suis premier ou de savoir que je suis dernier. Je suis vraiment plus focus sur moi, mes sensations, prendre du plaisir, ce genre de choses. Mais j'ai quand même envie de gagner, mais c'est pas ça qui me motive. Et je l'ai Ouais. remarqué, et du coup, bah, je me dis, ça sert à rien de me voiler la face et de penser à ça Non, c'est si une ça super marche pas, quoi. approche. C'est très 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 intéressant et ça fait partie du travail mental, je pense aussi, de se concentrer sur soi et pas sur les autres forcément. Mais après, sur un système de ranking comme il y a eu au jeu, forcément, j'imagine que tu regardes un petit peu aussi où en sont les autres pour savoir quel type de compétition toi tu dois aller chercher pour gagner le plus Ouais. de points en ranking. Par rapport à ça, c'est vrai, mais la manière dont j'ai construit ma réflexion, c'est que j'ai pris le ranking de l'année d'avant. Ok. J'ai regardé le 24e où il était et combien de points ça faisait sur sa moyenne du ranking. Et du coup, je me suis dit, je l'ai un tout petit peu durci pour avoir une marge d'erreur, une marge de manœuvre. Et je me suis dit, ok, ça veut dire qu'il faut, je crois que c'était 1220 points. Il faut que globalement, en moyenne, j'ai 1220 points. Ensuite, j'ai pris ma table en croix à côté, puis j'ai regardé la bonification des compétitions. Donc c'est un tableau où dans les colonnes, tu as la classe de la compétition, donc ça va de A à F, c'est un peu plus compliqué, mais on va dire que ça va de A à F, et de premier à huitième, et après ça fait des points dégressifs comme ça en diagonale. Et du coup, bah, je me suis rendu compte que si je faisais un niveau trop bas de compétition, même si je le gagnais, il fallait que ma perf, ça soit
à la limite d'être les minima olympiques pour que ça rentre dans mon ranking. D'accord. Donc c'est-à-dire que si je gagnais un meeting bronze, ça me faisait 60 points de bonus. Et du coup, après, pour arriver à 1200, je regardais combien ça faisait en termes de saut en longueur, en termes de distance. Et en fait, on se retrouvait presque à être au niveau des minima. Du coup, je me suis dit, bah, si j'ai un meeting bronze à faire, autant chercher une alternative où il y a une bonne piste, avec un niveau plus bas. Enfin, on s'en fiche quel est le niveau, on veut juste une meilleure piste, plutôt que d'aller à ce bronze pour avoir des points, parce que les points, ils vont me servir à rien. Donc en fait, si j'allais à une compétition avec des points, il fallait que ça soit au minimum silver. Et donc D'accord. ça dépendait pas du tout en fait du niveau de mes adversaires. Ça, ça, ça pourrait dépendre du niveau si tout le monde est très très fort cette année-là. Euh, mais globalement, ça n'a pas été le cas et ma réflexion, même si les gens ils sont un peu plus forts, elle aurait fonctionné de la même manière. Ok. Ça m'impactait pas le fait que les autres Français ou quoi, ils sautaient loin. Moi, j'étais Hmm. dans mon truc. Je savais à quelle compétition je devais aller, pardon, et voilà quoi. Très scientifique comme Ouais, approche. très. Toujours dans ton optique Bah, scientifique. je C'est ton suis dans l'idée fonctionnement. de, ouais, de un, moi je marche comme ça, Hmm. et je suis dans l'idée de, c'est les jeux quoi. Tu laisses Ouais, bah rien grave. au Au hasard. hasard. C'est vrai. Tu planifies. Que ça soit plus ou moins planifié, que tu le planifies sur un papier. Enfin, je m'en fiche. Tu fais comme tu as envie. Moi, c'est scientifique, je fais comme ça, mais et un plan d'action. Ça sert à rien Hmm. d'y aller si t'as pas de plan d'action. C'est un peu. Enfin, moi, c'est ma vision du truc, quoi. C'est c'est de la logique. T'as Mhm. raison. Est-ce que tu as des rituels avant compétition? Ça peut être des rituels mentaux, physiques, entraînement particulier avant, je sais pas. Souvent on a des petites mimiques en tant qu'athlète. Ouais, Raconte. je suis pas fan de genre du caleçon porte-bonheur ou des trucs comme ça. Parce que je me dis, merde, imagine tu l'oublies un jour. Ah ben Hmm. là, t'es pas bien si ça fait 10 ans que tu fais ça. Donc j'essaye au maximum d'éviter, enfin j'ai presque rien par rapport à ça. Après des rituels, enfin des choses que tu pourrais appeler rituels, c'est ma préparation complète. Donc la veille, j'ai des choses à faire. J'ai de la récup à faire aussi, des étirements que j'aime bien, ce genre de choses, mais juste pour être bien pour la compète. Et c'est pas des rituels qui servent à rien. C'est que des choses utiles pour me détendre les muscles, pour être bien dans ma tête, dans ma peau. Après, avec la prépa mentale, j'ai un petit exercice aussi à faire qui me permet de me mettre bien dans la compétition mentalement et d'être aligné avec mes objectifs de compétition et mes objectifs que je veux atteindre. Mais ouais, j'aime pas trop avoir des gris-gris ou ce genre de choses. Donc tout ça, j'évite. Mais par exemple, ouais, avant, quand j'allais en compétition à l'étranger, je visitais pas trop la ville et je restais dans l'hôtel ou quoi. Maintenant, j'essaye de beaucoup plus visiter parce que bah, je me dis, j'ai pris l'avion et tout, ça sert à rien de rester à l'hôtel. Hmm. Mais avant, je me disais, ouais, je vais perdre de l'influx, je vais me fatiguer à aller en ville et tout. Du coup, maintenant, je me dis, bah, ouais, tu peux perdre un peu d'influx, mais bon, si tu vois, si la ville elle est chouette et que tu te balades, que t'es heureux et tout, bah, à la compète, t'es heureux et ça marche mieux aussi. Hmm. Donc en fait, ouais, c'est un équilibre à trouver. Faut pas non plus passer 4 heures et se coucher à 4 heures du mat la veille de la compète. Et encore au pire, si tu le fais, bah, c'est pas grave. C'est possible de perfer quand même après. Mais ouais, c'est un peu ça mes rituels. Mais Ok. c'est rien de figé, c'est très flexible. Tu t'écoutes encore une fois et tu trouves ton équilibre. Ouais, exactement. D'accord. Avec les besoins du moment. Est-ce que, est-ce que tu fais gaffe à tout ce qui est nutrition? Tu parlais de récupération tout à l'heure, tu t'es sensible à tout ça. La nutrition fait partie aussi de l'entraînement. Euh, Toi, quelle est ton hygiène de vie en tant qu'athlète de haut niveau? Mm. J'ai la chance que mes parents et ma mère cuisinaient très bien et tout le temps à la maison avant. Donc en fait, j'ai été habitué à manger très bien dès le début et surtout à aimer la bonne nourriture et la nourriture simple. Enfin simple, juste simple et bonne pour le corps quoi, de manger des légumes, des fruits, des féculents, enfin tout quoi, des protéines. Et du coup, bah, depuis que j'ai commencé le haut niveau, c'est aussi un peu la période où j'ai pris un appart pour me rapprocher du lieu d'entraînement à chaque fois. Et donc, je me suis mis à bah, cuisiner à mon humble niveau, hein, évidemment. Mais ouais, je cuisine tous mes repas quasiment. Je suis pas très organisé. Je cuisine pas à l'avance, par exemple, mais tous les soirs ou tous les midis, c'est moi qui cuisine. Là, j'ai une ratatouille dans le frigo. Ce midi, c'était ratatouille poulet sauce soja avec du riz. Enfin,
Je fais des trucs un peu simples. Des fois, quand j'ai le temps, je me chauffe à faire des plats un peu plus complexes. Mais globalement, ouais, je vais acheter mes légumes et tout, mes fruits, tout ça, et je cuisine. Ok. Après, quand j'ai vraiment la flemme, ça m'arrive de commander, mais ou d'aller dans un resto en bas. Mais même quand je commande, je vais pas manger un McDo ou quoi, parce que simplement, j'aime pas ça. Ça me plaît pas. Je préfère, allez, si je dois aller manger dans un entre guillemets fast-food ou resto, je préfère un Pokéball ou un truc comme ça plutôt qu'un burger. Genre, ça me donne beaucoup plus envie. Ok. Donc à ce niveau-là, je fais attention, mais plus parce que bah, j'ai l'habitude de faire comme ça, quoi. Ouais. Et ça me convient bien. J'ai fait récemment des mesures de masse grasse, tout ça, et tout est nickel. Même, enfin, on m'a dit, il faut pas descendre plus bas, après ça peut être dangereux. Donc ouais, à ce niveau-là, j'ai pas de problème. Après, j'ai pas non plus de rituel pré-compète. Je mange juste tout le temps équilibré. Je fais juste attention d'avoir tout le temps mes légumes, mes féculents et mes protéines. Des bons dosages et... Et après, ça roule quoi. Et puis après, on s'entraîne vraiment beaucoup. Donc tu peux manger beaucoup. De toute façon, tu vas tout dépenser. Non, mais ça c'est sûr. Donc il n'y a pas forcément de risque par rapport à ça. Tu prends des compléments alimentaires ou pas du tout? Ouais, quelques-uns. Quelques-uns. Là, en ce moment, je prends un peu de collagène et de curcumine pour les Ok. tendons et de la vitamine. Parce qu'en Belgique, on peut en prendre toute l'année. Bon, en ce moment, je suis mauvaise langue. Il fait quand même très 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 beau depuis un mois. Mais le médecin m'a quand même conseillé d'en prendre toute l'année. Ok. Mais après, je suis pas très féru de prendre trop de compléments. Je suis Hmm. plus en mode si je mange bien, j'ai pas de problème. Et chaque année, avec le suivi de la Fédé, là, on fait des prises de sang, même 2 fois par an maintenant. Et j'ai jamais eu de problème de carence ou quoi. Donc ça montre que bah, juste de manger équilibré, Hmm. bah, c'est possible d'avoir tous tes nutriments, etc. Donc je préfère fonctionner comme ça. Yes, carrément. C'est une bonne technique. En vrai, si je pourrais donner un conseil aux jeunes qui nous écoutent, même aux plus vieux, enfin à tout le monde, j'en ai jamais pris, mais peut-être que de prendre des cours de cuisine euh, pour, euh, pour s'initier dans le milieu et se donner envie et de bien cuisiner après, bah, ça peut aider à justement avoir ce déclic de bien manger. Parce que c'est pas très compliqué, moi. Il y a le repas où j'ai la flemme, par exemple. Je prends mon rice cooker, je mets du riz dedans. Déjà, ça cuit tout seul, t'as rien à faire. J'épluche des carottes et je le mange avec du chèvre frais ou de la mayo. T'as ton légume. C'est pas idéal, mais bon, tu l'as. Et après, tu fais cuire des œufs ou du poulet et t'as tes protéines. Et je veux dire, le plat en soi, il est pas horrible. Tu mets des épices, ça devient un plat, peut être un peu bon. Tu mets de la sauce soja, etc. Et t'arrives facilement et très rapidement en plus à faire un repas équilibré. Allez, bah, t'as ta mayo, peut-être tu pourrais dire, ouais, t'as un peu trop d'huile, mais bon, ça va. Faut pas manger non plus. C'est pas hyper strict non plus, il faut quand même être flexible. Et du coup, ouais, juste de bien cuisiner, d'avoir un bon couteau aussi. Parce que, mine de rien, non, mais c'est tout con, mais T'as raison, j'adore. genre d'avoir un bon couteau, je te jure, tu coupes tes légumes, c'est facile. T'es Tu, trop tu te fais pas satisfait mal au surtout. doigt parce que, ouais, voilà, et t'as envie de cuisiner. Donc, achetez un bon couteau, prenez des cours de cuisine, et hop, après, problème réglé. J'adore. Ouais, mais Félicitations. c'est une bonne technique pour se motiver à se faire, à se faire de la cuisine. Quand t'as du bon matos, t'as envie de faire. C'est vrai. Ouais. Puis c'est pas hyper compliqué. Tu prends un livre et tu fais la recette, quoi. C'est comme quand t'as de nouvelles pointes, t'as envie d'aller l'essayer, tu vois. Là, c'est Ouais, pareil. T'as un exact. bon couteau, tu fais la cuisine. Ok, Exact. on retiendra ce petit conseil. Mais alors, ils voient pas, mais ils sont juste après le frigo, là. Je vois que t'as un Whoop au poignet, si je me Ouais, trompe pas, depuis récemment. depuis récemment. Ouais. C'est, t'en as pris un pour quelle raison et c'est quoi le facteur que tu regardes le plus dessus? Je l'ai pas pris, je l'ai volé à un gars du groupe qui a Ok, arrêté de l'utiliser. Du coup, je me suis dit, bah, j'ai envie de tester. Euh, je suis pas très fan sur le papier, mais je l'ai pris parce que depuis septembre, mentalement, et donc j'ai changé d'appart et mentalement ça allait pas très bien, donc en fait je dors pas hyper bien. ok. Et, euh, et donc il y a pas mal de pépins physiques, je pense, qui sont aussi peut-être liés à mon. C'est pas le manque de sommeil parce que je dors beaucoup, genre Mhm. je fais des nuits à 9 heures 10 heures etc., entre 8 et 10, mais malgré ça je récupère pas des masses, donc d'après ma route. Et je cherche un peu à comprendre pourquoi je dors pas bien et essayer d'optimiser un peu ça. Euh, Par exemple, ma chambre, elle est pas plongée dans le noir quand je dors. Les stores, là, c'est un peu galère. Et donc, j'ai acheté un masque de nuit, mais c'est pas non plus idéal parce que bah, avec le masque, tu transpires plus, etc. Et donc, ce que je regarde le plus, c'est ma récupération et mon sommeil. Mais je le regarde pas pour me dire, ah ok, là, je suis fatigué, donc il faut que je m'entraîne moins. Je le regarde en mode, euh, juste pour améliorer mon sommeil,
et que ça soit mieux. Parce que la partie récupération, en fait, je le fais moi avec mon feeling depuis toujours. Ouais. J'essaye de, quand je me lève, de savoir si je suis fatigué, d'avoir cette réflexion. Et une fois arrivé à l'entraînement, comme je te disais avec mon coach, on discute et on adapte l'entraînement en fonction de ce que je ressens. Euh, Il y a des fois, tu vois, j'arrive à l'entraînement, je suis vraiment cuit, j'ai fait une sale nuit et j'ai du sprint, mettons. Ça peut être un peu plus dangereux. On va commencer par dire, ok, mets un peu plus de temps à t'échauffer, mobilise-toi Mhm. un peu plus à l'échauffement, commence les sprints un peu plus progressivement et plus lentement que d'habitude. S'il y a vraiment aucune gêne physique et aucun feu orange ou quoi, ben on y va et on fait la séance qui était prévue. Mais on prend un peu plus de précautions, par exemple si j'ai moins dormi. Si c'est une muscu et que je me mets sous la barre et que je sens que ben, je suis pas stable et que ça va pas le faire, ben hop, j'enlève du poids parce que je sais que j'ai pas bien dormi. Je suis vraiment à l'écoute de ça et j'utilise pas la Whoop pour savoir si j'ai bien récupéré ou pas. Ouais. D'abord ton Enfin, feeling et après t'analyses. ouais, voilà. Et t'as tout à fait Je me, raison. si sur ma Whoop il y a écrit 40% mais que je me sens bien, bah je me sens bien quoi. S'il faut, elle a mal analysé ou bien, enfin, j'écoute beaucoup mon feeling et mon corps quoi. Là je l'utilise vraiment plus pour essayer d'améliorer mon sommeil Ton sommeil. uniquement. Ouais. Et t'arrives à trouver des corrélations entre ton feeling et les données qui sont sur le Whoop ou des fois il y a vraiment des grosses différences. Des fois il y a des grosses différences. euh, et là je saurais pas les expliquer. Genre ça me dit que j'ai pas récupéré alors que j'ai fait une super nuit. Euh, et parfois, genre, je me réveille, souvent, je fais d'abord mon check-up, parce qu'en plus, il faut qu'elle se mette à jour, donc j'ai le temps de faire mon check-up moi-même tout seul pendant le petit-déj. Et là, je me dis, ouais, là, pas fou la récupération, j'ouvre l'appli et je vois que, ouais, pas fou la récupération. Donc, globalement, c'est assez lié, mais il y a quelques fois où je dors beaucoup et ça me fait pas récupérer, et moi, je me sens en Mm. pleine forme. Donc, mais globalement, c'est quand même pas mal. Ok. Après, voilà, ceux qui ont pas de groupe, ils vont pas comprendre, mais ma VFC, moi, par exemple, elle est très très basse. Et tout le temps. Genre, mon max de VFC, c'est 105. Je sais pas toi ce que c'est, par exemple. Je sentais un avant-hier. Mais moi Voilà. elle est très haute pour le tout. Mais dans mon groupe, les deux qui en ont, donc celui à qui je l'ai pris et un autre, pareil, ils ont des VFC très très hautes. Et moi, le max que j'ai réussi à faire, c'est 105. Et pourtant, je fais des nuits de 9 heures. Et du coup, maintenant, elle se met à jour. Et avec une VFC proche de 100, bah, je suis quasiment à 90 de récup, quoi. Et ça c'est Bon, très personnel parenthèse. aussi, hein. Ouais, Si t'écoutes le podcast sur Étienne, Étienne il est à ok. 60, hein, il est au top de sa forme, tu vois. Ah Donc ouais, ouais, ok. c'est vraiment personnel aussi et il faut se connaître et c'est un peu comme tout finalement, comme la nourriture, comme les... Tu vois, moi le Whoop je l'ai aussi, ça fait 3 ans, même plus Ok. que je l'ai. Et pour le coup, moi je sais que si je mange trop de glucides le soir, Mm, ben ma qualité de sommeil elle va être mauvaise. ok. Et je l'ai analysé en faisant des tests, tu vois. Mais maintenant je le sais et tu vois, peut-être que il y a une partie consciente aussi maintenant où je me dis bon bah si je me tape un gros plat de riz ou un burger parce que je suis avec des copains, bah je sais que je vais mal dormir. Mais la réalité c'est que mon mon nombre de respirations par minute il augmente, ma température corporelle elle augmente parce que je pense que je mets plus de temps à digérer les féculents tout simplement. Ouais. Et du coup bah ça empiète sur ma qualité de sommeil. Et je trouve que c'est un bon outil pour mesurer, c'est vrai, ce genre de choses. Mais faut pas se fermer à ça, parce que c'est pour ça que mon pote il l'a enlevé, parce que du coup, il était tout le temps le matin à checker Trop. Ouais. son appli, et il se disait, ouais, là j'ai pas récupéré, je vais faire Ouais, une mais séance alors trop non. nulle. Et Ouais. non, mais c'est pas évident à le faire bien aussi, enfin de l'utiliser de la bonne manière, ça dépend de son feeling. Donc s'il y en a qui veulent l'utiliser, faites attention, c'est pas la vérité absolue, quoi. C'est des données qu'il faut se servir pour analyser un peu, et après tu fais ta séance comme prévu, ou tu adaptes, mais il n'y a pas que ça qu'il faut prendre en compte, il y a ton C'est un feeling, il y a plein d'autres outil, choses. c'est ça. C'est un outil en plus. Ouais, Il faut pas croire aux données à 100%. C'est d'abord effectivement ton feeling. Et après, t'adaptes. Tout à fait ouais, vrai. carrément. Ok, Dak. Est-ce que, Tom, t'as d'autres hobbies dans ta vie, à part l'athlé Ouais, j'en ai quelques-uns. Bon, là, pas ces temps-ci, mais je jouais pas mal aux jeux vidéo à une époque. Ok. Surtout à Toulouse, avec mon groupe, on s'entraînait. Puis après, on se disait, bon, bah, tout de suite, quoi, on rentrait manger et après, on jouait ensemble. C'était assez sympa. Je passais des bonnes années à Toulouse. Là, ces temps-ci, un peu moins. Et après, ouais, en ce moment, je fais de la photo argentique. Donc, je vais dans Bruxelles et je me balade, faire des photos un peu atypiques des bâtiments,
Pas trop pris de personne en photo, parce que ça reste assez délicat de se mettre devant une personne et de la prendre en photo. Elle est en mode, mais tu fais quoi toi? Enfin, j'ai pas passé le cap encore. Et après, je fais du drone aussi, du drone FPV. Ça, j'en fais pas très régulièrement. À Toulouse, un peu, j'étais dans un club. Mais en gros, c'est pour ceux qui connaissent pas, vous vous imaginez un drone, genre une forme de croix, un X, et t'as les moteurs à chaque bout, et après il y a une caméra au bout du drone, et toi tu mets un masque, un peu comme un masque de réalité virtuelle, et tu vois ce que le drone y voit. Waouh, Et en fait, t'as ta télécommande et tu pilotes le drone par à la sa vue. vision, quoi. Et puis c'est pas des drones stabilisés, en fait, c'est vraiment si toi tu penches, bah, ça penche, et, etc. Et il revient jamais à plat. Et si tu touches à rien et qu'il était comme ça, bah, il reste comme ça et il se crache, quoi. Et c'est un peu, on voit de plus en plus de vidéos comme ça où donc c'est un point de vue aérien et vous voyez qui slaloment comme ça, qui font des plans très penchés ou qui même se retournent parfois en suivant des cascades, etc. Il y en a des fois dans le sport, en Formule 1 aussi, ils le font de plus en plus. Ben, tous ces drones-là, enfin tous ces plans vidéo, c'est fait avec des drones FPV quoi. Donc, la prochaine Ok. fois que vous verrez un plan comme ça, vous saurez comment il est fait. Et donc, t'en as fait un club? Ouais, c'était pas des compètes, hein, c'était juste on se retrouvait le dimanche dans un gymnase quand il faisait pas beau ou en extérieur. Et soit t'en fais pour filmer, t'as un peu plusieurs disciplines. T'as ceux qui font du cinématique, donc ils font des pubs, ils font des jolis panoramas dans la nature. Après, tu as d'autres qui font de la course. Donc en fait, là, tu mets des portes, un peu un U inversé, et tu dois passer dedans, tu fais des slaloms et tout, et là, c'est vraiment une course. Oh, Euh, et après, t'en as aussi qui font des figures plus pour s'amuser, quoi. Il y a un peu différents types. Et du coup, on se retrouvait, c'était un ok. club avec plein de personnes, plus ou moins âgées. Il y avait de tous les âges. Il y avait même je pense des grands-parents qui apprenaient ça, à le piloter, quoi. Donc ils étaient dans leur fauteuil là et il y avait papy et mamie, ils apprenaient à piloter le drone FPV, c'était énorme. Trop Donc ouais. stylé. Mais en Belgique, je l'ai pas retrouvé encore. Je Ok, suis à la je recherche. connaissais pas du tout. Ok. C'est très stylé. Moi j'aime bien. Ouais, là, complètement différent pour le coup de l'athlé. C'est bien. Ouais, carrément. Trop cool. C'est quoi ton objectif cette année? On va dire que t'as fini les PP1 et que là tu vas. D'ailleurs, c'est quoi ta prochaine compétition? Dans 15 jours, normalement, j'en ai une, mais je vais sauter sur 6 foulées. C'est une compète entraînement. Ouais. 6 foulées. À l'entraînement, moi j'ai 6, 12 et 18 foulées. Mhm. Donc c'est vraiment le plus petit que je puisse faire. C'est juste pour s'entraîner, revenir un peu à la compète, faire des erreurs de première compétition. Bah, t'as oublié ta gourde ou j'en sais rien. Ou... Ah oui, c'est vrai, il faut que je mette les pointes à ce moment-là parce que après il y a la prise de marque. Enfin, Mhm. faire un peu un retour à la compétition. Et après la prochaine, ça devrait être Montgeron le 27 juin. Ok. Meeting bronze à Montgeron. Et puis la suite, à voir. Mais l'objectif de la saison, bah, juste avant de parler d'objectif, moi j'ai une vision, j'aimerais bien qu'en France, on ouvre plus sa gueule et qu'on donne plus ses objectifs, ses vrais objectifs. Parce qu'on se fait beaucoup critiquer quand on donne ses objectifs, ses vrais objectifs, et qu'on les réalise pas, ou bien qu'on est proche. Enfin, et ça a rien à voir. Genre, c'est mes objectifs, c'est ce que j'ai envie d'atteindre, mais je sais pas si je vais le faire. Je dis pas je vais faire ça, je dis c'est mon objectif. Grave. Et ça m'énerve un peu qu'en France on ait cet état d'esprit-là. Parce que si tu dis ouais moi je veux être champion olympique et que tu fais deuxième, on va dire ah bah t'as raté quoi. Ah bah super, j'ai raté, j'étais deuxième quand même hein, oh. Et donc ouais j'aime pas trop cette mentalité. Genre aux États-Unis tu vois ils donnent, enfin ils ouvrent leur gueule quoi, ils disent ce qu'ils veulent faire et personne ne les fait chier et puis ça Je fait te de rejoins. l'engouement aussi. Et puis comme je l'ai dit juste avant, ça reste un objectif. Il y a des manières de faire, il y a ceux qui, c'est pas ma manière de faire, mais il y a ceux qui disent, ouais, moi je vais faire ça. Et moi je dis juste, bah non, ça c'est mon objectif. Je sais pas si je vais le faire, juste à l'entraînement et dans ma vie, je mets tout en place pour y arriver. Et à la fin, je vois le résultat, quoi. Je me donne à 100% pour le faire. Et donc, moi, mon objectif pour cet été, c'est de faire un podium aux mondiaux. Bien sûr, je vise la première place, mais un podium, ça serait un bel objectif. Et après, en termes de donc ça c'est en termes de compétition. En termes de performance, je vise le record de France cette année. Donc mon objectif c'est le record de France, Tu peux nous qui est à rappeler le record de France? 8,42. 8,42. 8,42. À chaque fois je me trompe. Oh, j'ai un doute. 41 ou Ouais, 42. tu Bon, fais de toute 8,50, on façon, n'en parle plus. exactement. Je suis pas bon avec les chiffres, comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai du mal avec les perfs. Mais donc ouais, record de France, c'est un de mes objectifs depuis pas mal d'années. Mhm. Donc ça c'est pour cette saison. Et après, dans le futur,
Ça, c'est des objectifs Il y en a un qui m'anime depuis peu et un autre qui m'anime depuis toujours. Celui qui m'anime depuis peu, c'est être champion olympique. Parce que avant, ça me faisait pas trop rêver d'être champion olympique. Ce qui m'animait le plus, vraiment mon objectif premier, c'est battre le record du monde. Ça, c'est le truc ultime. Genre, j'ai trop envie de faire 9. Personne n'a jamais fait 9 mètres. J'ai trop envie de faire 9 mètres. Et donc ça, c'est vraiment mon objectif. Je sais pas si je vais le faire, mais c'est pas, vise très haut et on verra quoi. On sait pas. Ouais, c'est beau. Et avant, j'avais cet objectif-là, enfin je l'ai toujours, de faire 9 mètres. Et j'étais en mode, je préfère faire 9 mètres qu'être champion olympique. Puis j'ai fait les jeux et là j'étais en mode, ouais, c'est quand même Quand même. cool d'être champion olympique. Donc, du coup, ça a un peu évolué. J'ai D'accord. toujours, du coup, maintenant j'ai ces deux gros objectifs, on va dire. Ok. Parce que champion olympique, c'est Trop quand même chouette. quelque chose, hein. Mais ouais, encore une fois, genre, je sais pas, je vise, je vise les étoiles pour atteindre la lune. Bien sûr. Enfin, C'est comme ça qu'on je me mets pas de progresse. limite. Ouais, je me dis, j'en sais rien si je peux faire, j'en sais rien si j'ai les capacités pour le faire. Qui sur Terre est là pour me dire, ouais, toi tu pourrais le faire, toi non. Ouais, enfin, on sait pas si je peux le faire, donc autant tenter le coup. Genre, entraîne-toi, vas-y à fond, fais des choix audacieux, c'est ce que j'ai fait pour la Belgique, et puis le résultat, on verra, mais te mets pas de barrière mentale, te mets pas de limite à cause de la société, à cause des gens autour de toi. Ils sont qui pour te dire, Carrément. euh, ouais, non, cet objectif un peu trop haut. Bah, j'en sais rien, moi. Enfin, j'en sais rien si je vais le faire, mais en tout cas, je vis ça. Et puis, si je fais un peu moins, c'est pas grave, je serai heureux quand même. Parce que, bah, aussi, en prépa mentale, t'apprends à quand même être satisfait de ta progression, de ce que t'as fait, de ton parcours. Donc, voilà. Moi, 9 mètres, c'est mon objectif ultime. Avec, du coup, Ok. champion olympique. Aujourd'hui, avec ta méthode d'entraînement qui est découpée en plusieurs morceaux, comme tu le disais, est-ce que tu arrives à avoir une idée de ce qui te manque pour faire 9 mètres? Ou est-ce que c'est encore trop loin pour avoir ces clés-là pour arriver à 9 mètres? Euh, Avant de faire 9 mètres, il y a quand même des étapes avant que j'ai pas validées. Ok, En termes de distance, tout bêtement, j'ai jamais fait 8,20 ni 8,30 ouais, jusqu'à 8,70 et tout. Et donc, pour moi, il y a quand même une progression à avoir. Il faut être, je peux pas faire gagner 40 centimètres d'un coup comme ça à ce niveau-là. Mais je suis convaincu que je suis pas totalement à mon niveau de par mes pépins physiques chaque année. Je suis pas à mon niveau chaque année en fait. Souvent, mes records, je les ai fait en milieu de saison, mes meilleurs perfs. J'ai jamais fait mes meilleurs perfs en août-septembre alors que on, on s'entraîne pour être performant en août-septembre. Enfin, plutôt août que septembre. ouais, Et donc, ce qui me manque un peu moins maintenant parce que j'ai beaucoup progressé là-dessus, mais c'est la vitesse. Je suis pas un gars très rapide de base. Je suis très rebondissant, très robotique un peu. Donc il me manque pas mal de vitesse. Parce que mine de rien, bah, le son longueur avant, il faut courir très vite. tu disais qu'il te manquait de la vitesse, c'est quoi ton dernier chrono au 100 mètres? Ah, ça c'est la question qui fâche. Euh, Ouais, mon record c'est 10,99. Mais ouais, c'était il y a pas mal d'années. C'était lors d'interclub et en plus j'ai crampé pendant la course. Enfin, je me donne des excuses, mais ouais, je pense que je vaux mieux. Je veux pas dire de chrono, j'en sais rien, mais je vaux mieux que 10,99 maintenant. Et, mais en sprint, j'ai beaucoup progressé cette année. On a essayé en fait. L'idée c'était que je gagne en vitesse et en Mhm. relâchement pour qu'à l'impulsion je sois plus disponible. Parce Ok, que c'est bien d'aller vite, mais si t'es un peu trop crispé, bah, il faut quand même impulser après. Donc, faut pas oublier cet élément-là. Et donc, malgré tous mes pépins physiques, sans sprinter, sans courir, parfois au ralenti, etc., on travaillait ça. Et ça s'est mis en place petit à petit et vraiment très bien. Pardon. Donc j'ai hâte de voir cet été ce que ça va donner niveau vitesse. Et j'ai même dit dans un post que l'hiver prochain, je voulais faire du 60 pour voir un peu ce que ça pouvait donner. j'avais vu Pourquoi ça. pas se qualifier aux élites sur 60, qui sait, on verra. 60 et longueur, ça pourrait être drôle. Je pense ça fait C'est longtemps que vrai, personne n'a fait ça, je pense. c'est vrai qu'il n'y en a pas Enfin, de duo, enfin ouais. de sauteur qui fait du sprint Réo à l'époque, à haut niveau. il faisait 60 et longueur, je pense quand même. Qui ça, pardon? Mais Réo Maillot. Ok, Et à l'époque, il s'entraîne à Toulouse. Il a fait 8 mètres l'été passé. Et ouais. Donc ouais, l'idée c'est de gagner en vitesse le plus mhm, possible. Euh, à l'impulsion, il y a deux trois éléments à modifier, mais globalement c'est pas mal. Rentrer un peu plus dans le saut.
enfin, finir un peu plus le saut avec le fessier. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup travaillé en Belgique, le fessier pour la course et pour l'impulsion. Un muscle très puissant et avant, je l'utilisais pas assez. Et après, le ramener qui est vraiment beaucoup plus correct que l'année passée. En fait, il y a vraiment plein d'éléments que j'ai réussi à mettre en place cette année par rapport à 2024. Et donc, qu'est-ce qui me manque pour faire 9 mètres? C'est un peu dur à répondre parce que ben, bah, je vais pas le faire là cet été 9 mètres, je pense pas. Mais il me manque des compétitions pour voir où j'en suis parce que je sais pas D'accord. vraiment. Pour scanner les prochaines étapes. Ouais, un peu. Mais globalement, ouais, si tu peux gagner en vitesse, c'est toujours idéal. Euh, et puis après, la manière dont j'ai envie de sauter aussi plus tard, c'est ce que les gens ils appellent le flow un peu. C'est en Mhm. mode, je sais pas si enfin avec Olivier, mon prépa mental, c'est un pilote automatique, nous on l'appelle un peu. C'est d'arriver à travailler tous les éléments du saut et tu les as tellement travaillés que c'est ancré en toi, c'est automatique. C'est Il y a naturel. des tâches dans ta vie où c'est naturel de le faire parce que tu les as Mhm. tellement faites que c'est naturel. Et si c'est naturel, c'est plus fluide parce que tu le réfléchis pas. Et donc l'idée, c'est d'arriver à faire un saut où je sais tout faire et j'ai juste à penser à le faire, mais enfin non justement à pas le penser à le faire et ça se fait automatiquement et ça sera beaucoup plus fluide. Et en athlète, dans toutes les disciplines, plus c'est fluide, mieux c'est. Et donc ça va logiquement aller plus vite, plus loin et donc c'est ça la finalité un peu du projet quoi. Essayer d'automatiser ce saut et que hop, tout soit fluide quoi. Ok, trop intéressant. J'ai hâte de voir la suite, de voir déjà ta Moi première aussi. compète à 6 mètres pour savoir, 6 foulées, pardon, pour savoir quelles C'est sont pas, les étapes. c'est pas dit que je donne le résultat, peut-être que je le garder Ok, pour moi quand même. ça marche, ça marche. Je verrai, je verrai. Hum, est-ce que tu peux définir ce qu'est l'athlé pour toi en une seule phrase? Mhm. L'athlète, c'est une école de la vie, Très très pas bien. plus. Uniquement. Très très bien. Très beau message. Hum, tu t'es un matheux du coup, tu fais des études d'ingé. Est-ce que tu as eu une idée de ton parcours après carrière ou c'est quelque chose auquel tu veux pas trop y penser pour le moment ou... C'est pas facile de se projeter à l'après-carrière quand t'es en plein dedans. Ouais, Moi, mon but, c'est d'avoir mon diplôme d'ingénieur, en tout cas, ok, en génie mécanique. Génie mécanique, c'est un peu tout ce qui touche à la conception d'objets. Ça peut être conception de voitures, conception d'avions. Et la conception, ça veut un peu tout dire. Ça peut être faire le design, ça peut être choisir le moteur adéquat, ça peut être plein de choses. Euh, donc, il y a ce domaine qui me passionne. Donc, je vais avoir mon diplôme dans ça pour pouvoir faire un métier en lien avec ça plus tard. Mais pour développer mes réseaux et avoir un complément de revenus, je suis en train d'essayer de développer une partie un peu d'entrepreneur où je transmets des messages. Un peu en mode, non, c'est plus le mot, conférencier. Un peu en mode ok, conférencier pour aider des personnes, euh, transmettre mes messages, mes valeurs, donner des conseils, etc. Donc ça, c'est une petite idée que j'ai dans la tête depuis quelques temps. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de faire le podcast pour essayer de sortir un peu de ma zone de confort. Parce que c'est pas quelque chose qui est évident de faire des discours comme ça, de parler de ton expérience. Ça se travaille. Si tu sais pas le faire naturellement, il faut le travailler. Donc pourquoi pas aussi, ouais, conseiller des jeunes. Être coach, ça je ferai pas. Je sais qu'il y a beaucoup la question, mais ça je le ferai pas. Mais ouais, peut-être conférencier, donner des conseils pour les gens, pour les athlètes, essayer d'aider. Parce que c'est quelque chose que je fais moi dans mon groupe d'entraînement. naturellement. Euh, ouais, si je peux aider, donner des petits tips. Si je vois que le gars il est dans un petit bout de chemin que moi j'ai vécu, ben hop, tu lui donnes un petit conseil. Mais Ouais, enfin, le gars pour l'aider. il t'écoute, mais même s'il t'écoute, il va quand même faire l'erreur. Mais bon, au moins il t'aura écouté. La prochaine fois, il la fera pas. Essayer de transmettre quoi. Ça m'intéresse aussi. Ok, Donc c'est pas très clair, mais il y a plusieurs options. t'as tes valeurs et tu sais ce que tu vas en faire en tout cas. Qu'il y a ce Ouais, partage que... Ok, trop, trop intéressant. On arrive sur la fin de l'épisode. Il y a trois, quatre dernières questions où il faut pas trop que tu réfléchisses. C'est des ouais. questions
il faut que ça te vienne naturellement. La première, est-ce que tu as un livre ou un film qui t'inspire? Un truc qui se démarque du Ouais. reste. Euh, livre, je dirais Mike Horn, Latitude Zéro. Je l'ai lu en septembre, là, début d'année, enfin, d'année scolaire. Euh, J'aime beaucoup ce gars et ce qu'il fait. Il se dépasse, il n'a pas forcément de limites. Et justement, il fait des trucs que personne n'a jamais fait. Et il y va étape par étape. Et même des fois, quand il est en galère, ben, il reste positif et tout. Et j'aime beaucoup. Je te rejoins là-dessus. C'est, c'est un Très bon sport. livre. J'ai pas lu ce livre, mais c'est un personnage très très inspirant. Mm. Il y a beaucoup de Ouais, leçons à carrément. prendre de ce genre de personnes. Mm. Surtout dans le sport de haut niveau. C'est passionnant. Pour ma carrière d'athlète, j'essaye aussi de m'inspirer de plein de personnes hors athlète. Euh, Ok. Parce que dans la réussite globale, que ce soit dans n'importe quel milieu, tu as des facteurs communs, tu as des clés communes. Et que ce soit dans le business, dans l'athlé, dans le hockey, enfin, dans n'importe quel domaine, sport ou pas sport, il y a des facteurs de réussite qui sont communs, comme la détermination, comme faire des choix audacieux parfois quand il faut les faire. Et du coup, bah, des fois, juste d'écouter quelqu'un d'autre, enfin, ça t'agrandit les personnes que tu Hmm. peux écouter et qui peuvent t'inspirer, quoi. Parce que si t'es bloqué que sur les sportifs, imagine t'es bloqué que sur l'athlète, ça restera énormément. Donc pour trouver la personne qui te convient, c'est très compliqué. D'ailleurs, j'ai posé en story comme question récemment si les gens seraient intéressés pour entendre d'autres Mm. sportifs que de l'athlète sur ce podcast. Et je pense que c'est quelque Ouais, chose que je vais faire. Et en dehors des sportifs, d'autres personnes qui seraient susceptibles d'aider dans le domaine du sport, que ce soit des médecins, des spécialistes dans leur domaine, des nutritionnistes ou des préparateurs physiques ou mentaux. mm, Il y a plein de choses à apprendre de beaucoup de monde. Et c'est par ce genre de médias qu'on apprend, que ce soit des livres, des films, des podcasts. Donc ouais. très bonne idée. Et justement, t'as un peu répondu à la question, mais la deuxième question, c'était est-ce que t'as un athlète qui t'inspire du coup? Alors ça peut être un autre sportif pour le coup. Euh, Mm. est-ce que t'en as un qui se démarque? Pas tant que ça. On m'a déjà posé la question et à chaque fois j'y réfléchis, même du coup en dehors ou quoi. Et je m'arrête jamais sur un athlète où je me dis waouh, lui il m'inspire, etc. C'est plus plein d'éléments chez plein de personnes différentes. Hmm, tu pioches. Ouais, j'aime pas avoir, j'ai pas une idole, et j'aime pas forcément l'idée d'avoir une idole parce que y a forcément un truc qui te plaît pas chez elle. Ou en tête là, j'ai Manyonga, mais j'aime bien son état d'esprit sur la piste, il est hyper souriant. Enfin, il était pendant, il saute plus maintenant. Euh, Mike Horn, c'est un mec hyper engagé qui fait des choix audacieux. Et donc, ouais, je pioche un peu partout et je me fais, moi, mon propre chemin avec tous ces personnages. C'est la bonne recette, encore une fois, tu trouves ton équilibre parmi Ouais. toutes ces inspirations. C'est chouette. Ok, Dak. Euh, tu l'as un petit peu dit tout le long de ce podcast. Euh, pour toi, ton conseil numéro un pour ceux qui nous écoutent, ce serait quoi? C'est pas celui auquel tu penses. C'est, j'aurais pu dire, c'est l'équilibre, de trouver son équilibre, c'est vrai. Mais ces temps-ci, j'ai envie de dire que ayez des grands rêves ambitieux et donnez-vous les moyens de réussir. Très Parce que inspirant. dans la vie, il n'y a rien qui est impossible. Ouais, c'est vrai. On se limite à ce qu'il y a autour de nous et finalement, toujours pareil, c'est un choix de rester ou de sortir de sa zone de confort et d'aller découvrir d'autres horizons Mm. pour, euh, pour atteindre nos objectifs, quoi. Ouais. Bah, allez, il y a des choses qui sont impossibles, comme si je saute de ma chaise, je peux pas aller toucher la lune. Mais ouais, genre, dans les rêves que vous avez en tête, c'est sûr qu'ils sont réalisables. Ça demande juste beaucoup de travail, Mm. peut-être du temps, etc. Mais ça vaut le coup de se donner les moyens. Et voilà quoi. Genre, dans mon groupe d'amis, moi je m'inspire d'un gars aussi, et il a envie de faire astronaute, quoi. Et ben merde, il essaye de le faire et il va dans cette idée-là et dans cet objectif-là. Il sait pas s'il va y arriver, mais il se donne les moyens, quoi. Donc ouais. C'est marrant que tu dis ça parce que ça vient de me faire tilt là, mais je trouve que t'as une ressemblance avec Thomas Pesquet. Est-ce qu'on te l'a déjà dit Non, ça on me l'a jamais dit, puis je t'avoue, ouais. J'ai pas, non, jamais écouté d'interview de Thomas. Mais ouais, Il y a un livre qui est première très, fois.
Il a un livre qui est très très cool, Thomas Pesquet. Ok. Il en a fait qu'un? Ou... Moi, j'en ai lu qu'un. Je sais pas s'il en a écrit d'autres, mais Ok. Bah, j'irai ça voir, ça m'intéresse. s'appelle La vie là-haut ou en apesanteur, un truc dans le genre. Je sais plus exactement le nom, mais très cool. Ok. C'est un mec très inspirant. Hum, qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast comme prochain invité? Hmm. Une bonne question. En vrai, pour rester dans la région, bah, il y a MJ qui est pas mal. Je pense qu'elle a pas mal de choses à dire, intéressantes. Puis, tout récemment, sacrée championne du monde en salle, c'est quand même fou. Ouais, grave. MJ, je fais que lui demander, mais elle veut pas pour l'instant. Bah, du Elle est trop coup, buzzy. bah, ça se comprend, elle a Ouais. pas mal de choses à faire. Euh, ouais. Qui me vient comme ça. C'est pas obligé de rester dans la région. Ouais, ouais, je réfléchis, j'élargis là. Euh, je cherche un peu des personnalités qu'on n'entend pas trop et qui ont des belles histoires, enfin, belles histoires. J'allais dire style grosse blessure et après tu reviens. Enfin, je veux dire, ouais, parce que en athlète, tu sais, souvent on se focalise sur ceux qui réussissent, mais t'en as qui sont en cours de process et on parle pas du Ah. tout d'eux, alors ils sont sur la bonne voie, mais ça prend du temps. Euh, ouais, j'ai pas de nom comme ça là qui vient. Et plus je réfléchis, moins j'arrive à en trouver. C'est terrible. On va rester sur MJ et puis Ouais, j'espère qu'un jour elle aura un peu de dispo. je lui enverrai un message. Vas-y, faut la motiver. Ah non, j'y arrive. Ouais, c'est horrible. J'y arrive. Ok, bon. Euh, Tom, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux pour suivre tes aventures du quotidien et où est-ce qu'on peut te suivre si on veut te contacter pour des éventuels partenariats? Si on veut me suivre pour ma vie au quotidien, c'est sur Instagram le plus. Bientôt TikTok. J'espérais que ça soit ouvert pour le podcast, mais non. Mais j'ai envie de faire une petite série instructive où j'explique tout ce que c'est le son en longueur, les règles, etc. Donc c'est pas du tout tourné encore, c'est juste à l'état d'idée. Donc sur Instagram, peut-être TikTok plus tard. Et si vous voulez me contacter pour un potentiel partenariat, soit vous m'envoyez un message sur Instagram, soit vous avez, ouais, j'ai mon mail, mais je sais pas comment l'écrire quelque part. Je le mettrai en description de toute manière. Tu me l'enverras et je mettrai son mail en description et pareil pour ton Instagram. Ok, Si ben les par mail gens alors. veulent te contacter, t'es accessible donc c'est chouette. Et si les gens qui nous écoutent veulent discuter avec Tom pour des conseils, Bienvenue. Enfin, vous êtes le bienvenu, pardon. trop chouette. Cool. Ben, on arrive à la fin de cette émission. Tom, c'était un réel plaisir de discuter avec toi, de partager tout ça. Ça a été un long épisode. Je pensais pas qu'on allait tenir aussi longtemps, mais il y a presque pas eu de coupure. Non, Tout était chouette et franchement, c'était une belle leçon et je te souhaite que du positif pour la suite de cette saison et même pour le reste au-delà et d'atteindre tes objectifs sur le long terme. merci beaucoup à toi, Pierre, aussi pour l'invitation. Euh, et puis ouais, j'ai vraiment bien aimé. Même, j'ai appris quelques éléments. C'était assez intéressant de discuter avec toi. Et bon courage pour ton DK qui est dans 3 jours, il me semble. Ton premier Exact. DK. Merci. Donc voilà, super, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode hors norme jusqu'au bout. Si cet échange vous a plu, pensez à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous, que ce soit sur Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn ou ailleurs. Si vous avez des idées d'invités, des questions ou simplement envie de réagir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous l'épisode. Je suis Pierre Douat. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes sociales sous le nom de Pierre Douat ou Pierre ODK. À très vite pour un prochain épisode.